Je vais vous faire un petit discours très rapide. Je me présente, je suis Franck Lederf, le président de l'Université de Rouen-Normandie, et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'université pour cette conférence. Je suis très heureux d'ouvrir cette soirée consacrée à un mot que l'on redécouvre et qui en réalité nous concerne tous, la robustesse. Nous vivons dans un monde contraint par les ressources, par l'énergie, par le climat, mais aussi par des tensions sociales et économiques. Face à ces limites, notre réflexe collectif reste souvent le même. Chercher la performance, optimiser, rationaliser, accélérer. Je veux remercier très sincèrement mon collègue Olivier Hamon, il est où ? Il est là, dont les travaux nous invitent à regarder autrement ce que nous appelons progrès ou performance. Merci également à TELED, à la CCI Rouen-Normandie et à l'ensemble des partenaires réunis ce soir pour cette belle initiative collective. En accueillant cette rencontre, l'Université de Rouen-Normandie s'inscrit pleinement dans sa mission. Être un lieu de science, être un lieu où la science, l'économie et la société dialoguent, où l'on questionne nos modèles pour inventer de nouvelles façons d'agir. La robustesse est une autre manière de penser notre avenir. Elle ne s'oppose pas à la performance, mais elle lui redonne du sens. Elle nous invite à bâtir des organisations capables de tenir dans la durée, de s'adapter, de coopérer, plutôt que de simplement accélérer. Et cette philosophie résonne profondément avec nos missions à l'Université de Rouen-Normandie. Former des femmes, des hommes capables de comprendre la complexité plutôt que de la simplifier, construire des savoirs ouverts, ancrés dans la réalité des territoires, préparer nos étudiants, non pas à s'adapter à un monde prévisible, mais à être adaptables dans un monde incertain. Dans un monde où tout semble devoir aller toujours plus vite, la robustesse nous rappelle qu'il faut aussi savoir écouter, prévoir les marges, celles qui rendent l'action durable et le collectif solide. C'est tout le sens de cet événement, réfléchir ensemble à une autre manière de concevoir la transformation, plus humaine, plus vivante, plus robuste justement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence et je laisse la parole maintenant à notre partenaire, le vice-président de la CCI Rouen-Normandie, avant d'écouter Olivier Hamon. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui à cette conférence sur la robustesse, antidote au culte de la performance, animée par Monsieur Hamon. Je m'appelle Frédéric Hubin, je suis le vice-président de la CCI Rouen Métropole et président de la délégation de Rouen, chef d'entreprise patrimoniale. Et Dieu sait que la robustesse, il nous en faut depuis quelques années pour maintenir nos entreprises, nos salariés et nos perspectives pour l'avenir. C'est un réel plaisir de vous accueillir tous autour d'un thème aussi surprenant et probablement fondamental, puisqu'il semblerait que la sémantique change et que le sens des choses soit différent de plus en plus depuis quelque temps. C'est un terme qui est en réalité relativement méconnu, y compris dans le monde des entreprises, même si nous l'appliquons ou nous tentons de l'appliquer au mieux depuis quelques années. Mais ça ne manque pas d'intérêt et vu le nombre de personnes qu'il y a ce soir dans cet amphithéâtre, je pense que c'en est une démonstration. Nous sommes dans une époque où la performance a longtemps été notre maître étalon. La performance par-ci, la performance par-là. On en parlait plus qu'on ne la vivait parfois. Faire plus rapidement, moins cher, plus grand, plus fort, parce que c'était possible, parce que ça rapportait, parce que c'était agaçant aussi de ne pas optimiser différents types de marges de progression. Mais ce culte de la performance privée, publique, académique, économique, commence à montrer ses limites et parfois même ses fissures. C'est là qu'intervient Olivier, biologiste, directeur de recherche à l'INRA, directeur de l'Institut Michel Serres et auteur notamment, je vous le rappelle, si vous avez envie de très bonnes lectures, de Antidote au culte de la performance et puis de la robustesse du vivant. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, pour être tout à fait honnête, je les ai lus, mais il y a très peu de temps.
je les ai lus pour la circonstance et je dois dire que j'ai découvert beaucoup de choses. Olivier nous invite donc à poser un regard neuf au-delà de la performance, peut-être qu'une des pistes pour maintenir la viabilité économique de nos entreprises résiderait en cette capacité, résister aux chocs et absorber les aléas. Je pense que nous le faisons depuis fort longtemps, mais peut-être faut-il que nous devenions plus efficaces encore. Et deux, ne pas céder à la tentation du toujours plus. Ça, c'est, à mon avis, particulièrement intéressant. En fait, Olivier nous sensibilise à ce que la nature connaît depuis toujours, c'est-à-dire des variations, des imprévus, des oscillations. Pourtant, elle tient, elle se renouvelle, parfois se réinvente. La vraie question, c'est pouvons-nous faire la même chose ? Pourquoi ce sujet nous concerne tous, et j'en aurai fini dans peu de temps, dans le monde de l'entreprise particulièrement, du territoire qui est le nôtre, territoire de la CCI Rouen Métropole, mais aussi de la Normandie et bien évidemment de l'ensemble de la France, ainsi que pourquoi cela nous concerne-t-il par rapport aux actions économiques que nous menons. D'abord parce que les crises climatiques, sanitaires que nous avons vécues, tout le monde s'en souvient bien, et économiques nous montrent que l'imprévisible n'est plus l'exception. Que la dépendance aux chaînes longues, ce qu'on appelle les chaînes longues, aux ressources uniques, aux marottes technologiques, sans retour peut devenir aussi un point de rupture. Dans un deuxième cas, pour que bâtir une entreprise, tout comme un territoire économique, robuste, ce n'est pas renoncer à la performance, c'est peut-être simplement la redéfinir, la placer au service de la durabilité, de la qualité et surtout, avant toute chose, du lien humain. Et parce que la robustesse aussi offre des marges de manœuvre. Elle permet de diversifier, d'anticiper, de résister et surtout de rebondir. Et Dieu sait que nous passons notre temps à tenter de rebondir depuis quelques années. Voici donc quelques idées qu'Olivier Amand insuffle pour nous aider, valoriser la diversité, accepter l'idée de redondance, nous reconnecter avec le territoire, s'appuyer sur les ressources locales, les acteurs de proximité, les recommandations réelles du vivant. Ça, c'est très intéressant, quelque chose qu'on découvre quand on vous lit et qui devient tellement évident au fur et à mesure des pages. Et pas seulement se planquer et se protéger derrière les modèles globaux et généraux que nous connaissons par tradition. Et enfin, développer une vision à long terme, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs ignorer l'urgence, mais la penser avec des fondations différentes et peut-être un peu plus solides que celles que nous connaissons. Mesdames et messieurs, la robustesse n'est pas un luxe, il semblerait, et ça va vous être parfaitement développé, j'en suis convaincu. C'est une exigence pour nos entreprises, en l'occurrence ici en Normandie, mais partout ailleurs, bien évidemment, pour nos filières, pour notre écosystème économique, social et environnemental, car nous avons tous à gagner, ça c'est indéniable, en sérénité, en capacité d'adaptation et en responsabilité. Nous avons fini cette petite partie de discours, vous allez enfin pouvoir apprendre des choses intéressantes. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une très très bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de passer la main à Olivier Amand, je vais vous expliquer le programme de la soirée. Pour information, ici, ce soir, on fait une soirée en petit comité, voilà, qui a un peu dérivé en plus grand comité. Et donc, c'est vraiment une bonne nouvelle de voir des partenaires du territoire comme l'Université de Rouen, la CCI, le Dôme, etc., qui mettent leur force sur des sujets comme ça ce soir. Donc dans un premier temps, il va y avoir la conférence d'Olivier Amand. Puis ensuite, on va présenter la méthode TELED, qui est vraiment une méthode d'adaptation aux variabilités, donc une méthode opérationnelle de la robustesse, voilà, avec laquelle on travaille avec Olivier depuis quelques temps. Et puis ensuite, il y aura des acteurs du territoire, des associations, des entreprises, etc., qui font vraiment les choses avec cette philosophie-là. Voilà. Et après, il y aura un temps de questions. Donc je vous invite pendant ces 3 moments à vraiment garder les questions sous le coude. Et puis voilà. Et un petit point logistique, il faut qu'on quitte les locaux, que les locaux soient vides à 20h30. Donc je vous invite à vraiment quitter rapidement la salle après, et on se retrouve sur le devant
de l'université. Voilà, je laisse la main à Olivier. Merci. Merci Arnaud et merci à toutes et à tous d'être là, ravi d'être là, en plus dans ce moment hybride, parce que la CCI, l'université, c'est assez incroyable. C'est là qu'on voit qu'on est dans un moment justement où on dépasse plein de choses et c'est des moments fertiles. Je vous renvoie à Gabriel Alpern, par exemple, le philosophe qui parle beaucoup de l'hybridation. On est dans un moment d'hybridation, justement parce qu'on doit dépasser des enjeux qui nous dépassent. Alors, je démarre avec cette photo. Vous voyez, cette photo, là, c'est un sous-bois, comme ça, là. Mais peut-être que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, peut-être, je ne sais pas. En fait, c'est une forêt qui a brûlé intégralement. Et vous voyez, les plantes commencent à reprendre vie. Et en fait, cette photo, elle illustre assez bien la façon dont on voit le monde. Soit on voit les arbres brûlés, soit on voit les plantes qui revivent. Et donc dans la conférence, je vais essayer de vous montrer un peu les deux visages, mais surtout les plantes qui revivent, en fait. C'est surtout ça. Alors, si on regarde les arbres brûlés, bon, alors c'est assez simple. Hein. Les arbres brûlés, en fait, c'est pas seulement des forêts qui brûlent, c'est tout qui brûle. On est dans un moment une épidémie de burn-out. Et c'est un burn-out des humains, mais c'est aussi un burn-out planétaire. Donc il y a à peu près tout qui craque. Là, j'ai mis une collection d'exemples, mais vous pouvez y aller. Hein. Dans les médias, c'est tous les jours des choses qui craquent. Alors ça, comment on peut l'expliquer, ce moment qui craque? En fait, ça va pour le rythme. Parce qu'on va se dire plein de choses ce soir, donc j'espère que ça vous va. Donc voilà, ça c'est une boucle qui permet d'expliquer pourquoi nous sommes dans ce burn-out planétaire. Un piège systémique, on peut le démarrer avec une crise. Là. Donc, quand on vit une crise, en général, on a besoin de sécurité. Et ça, c'est un besoin essentiel, c'est naturel, de vouloir se sentir en sécurité quand on est en crise. Le problème, c'est qu'on répond à la crise en augmentant les performances. Donc la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Et donc, quand on augmente les performances, en effet, on passe la crise. Donc, on pousse, c'est le coup de bourre, oui, on passe la crise. Mais en faisant ça, en fait, on a épuisé un peu plus les ressources. Quand on épuise les ressources, on est en train de préparer la crise suivante. Et oui, ça, c'est le hamster dans sa roue. Ça ne s'arrête pas, en fait. Enfin, jusqu'à la fin vraiment des ressources. Donc ça on est dans un moment de la polycrise. C'est le mot qui est la permacrise, le monde VUCA, le monde banni. Il y a tout un champ sémantique de la variation. En fait, les crises se rapprochent et s'intensifient. Et ça ne vient pas de nulle part, c'est parce qu'à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, on a augmenté les performances. Alors, je voudrais vous donner quelques critiques de la performance, parce que si je dis, vous voyez, le truc, c'est que si c'est la performance le problème, alors allons-y. Quels sont les problèmes associés à la performance? Alors, je vais vous donner 4 ingrédients. Le premier, ça tient en 2 mots, optimiser, fragilise. Optimiser, fragilise. Donc, quand je dis optimiser, c'est dans le sens d'augmenter les performances, atteindre son objectif encore plus vite avec encore moins de moyens. Alors là, vous voyez, c'est une photo que j'ai prise, après une conférence où j'ai commencé à parler de robustesse en 2014. Je sortais de la conférence et vous voyez, à la gare de Berlin, il y avait ce ballon qui était coincé dans un rail. Donc, vous voyez, une infrastructure très optimisée, mais qui peut être bloquée par un ballon. Et bien ça, on le voit tous les jours. Donc ça, optimiser, fragilise, vraiment, je vous invite à regarder. Dès que vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. C'est presque aussi simple que ça. Deuxième critique, c'est l'effet rebond. C'est mon exemple favori des frigos. Donc, les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie, beaucoup de matière. Donc, on a voulu faire des progrès d'efficience énergétique avec moins de moyens. Donc, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sobres, les frigos. Mais ces frigos qui sont plus sobres, ils coûtent moins cher à la fabrication, à l'usage. Et donc, qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée des nouveaux besoins. Donc on va faire des frigos américains, des frigos connectés, des caves à vin, des frigos, voilà, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, la population mondiale de frigos a tellement augmenté qu'elle consomme plus d'énergie. Alors que par frigo, ça en consomme moins. Ça, c'est l'effet rebond. Alors c'est un effet rebond pas seulement pour les frigos, vous aurez compris, c'est vrai pour les avions, les voitures, les écrans plats, la lessive concentrée, c'est très général. Donc ça, c'est très vicieux, parce qu'on commence par la sobriété et on génère de l'ébriété. Dommage quand même. Voilà. Donc, la sobriété, en fait, c'est une très belle valeur, quelque part, mais il faut la générer, la sobriété. Très souvent, quand on commence par la sobriété, ça ne marche pas. Enfin, oui, l'effet rebond. Ok, troisième critique, c'est la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors ça veut dire en fait que quand on met un indicateur de performance quelque part, ça devient toxique.
Voilà. Alors, c'est pas vraiment l'indicateur qui est toxique, hein, c'est le cerveau humain en face d'un indicateur de performance. En fait, il va ne plus voir que l'indicateur et il va oublier tout le reste. Ça pousse à la pensée réductionniste. Donc, il y a plein d'exemples. Voilà. Le sport de compétition, si vraiment on veut atteindre ce podium, cette médaille d'or, eh ben, peut-être qu'on va faire du dopage, peut-être que les enfants vont se blesser. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Hein. Là, on ne fait plus du sport. Là. On ne fait plus que de la compétition. On est en train de détruire son corps alors qu'on fait du sport. Donc là, ça ne marche plus. Hein. Bon, on est à l'université, voilà, le bachotage, je pense que à peu près tout le monde a fait du bachotage, hein, moi compris hein, d'ailleurs, ça c'est pareil. Donc ça veut dire qu'en fait, juste avant l'examen, on va bien apprendre ses cours pour passer l'examen, performance, mais sauf qu'on n'a rien appris, parce qu'on va oublier très vite. Hein. Voilà, ça c'est la loi de Goodhart, quoi. Et puis la quatrième critique, c'est celle-là, hein, ça tient en 3 mots. En fait, quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. Donc on est toujours plus ou moins performant que quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est un appel à la compétition. Et ben, dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Et ça ne dépend pas du système, c'est toujours vrai. Le pompier qui est dans un incendie et qui est en compétition avec le feu sera violent avec son corps. Donc ça, c'est toujours vrai. Hein. Quand on fait la performance, c'est toujours violent. À la limite, c'est pas très grave, ça, parce qu'on est bien content que le pompier se fasse violence, quelque part, pour être dans le feu. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ça ne doit pas durer. Le moment de performance, ça doit être un moment court. Le problème, actuellement, c'est qu'on est dans une culture de la performance. On pense que la performance, c'est positif, tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein. Enfin, repensez à votre journée. Hein. Le trajet domicile-travail, comment on sépare les fourchettes et les couteaux, la planification des vacances, du week-end, tout ça c'est soumis à la performance, hein, vraiment tout le temps. Et donc on est dans une culture de la violence. Cette culture de la performance appelle une culture de la violence contre les femmes, contre les enfants les plus défavorisés et contre les écosystèmes. Donc si vous voulez, le burn-out que je présentais au départ, c'est le produit d'un monde en surperformance, qui est suroptimisé et qui craque de tous les côtés. Alors, comment on fait pour habiter ce monde-là? En fait, si on rentre dans le monde de la polycrise, alors il faut déjà bien comprendre que c'est un monde qui va rester dans la polycrise pendant longtemps. Donc il suffit de regarder les rapports du GIEC, de la CIA, du Forum économique mondial de Davos. La prédiction, c'est que ça va tanguer de plus en plus fort au XXIe siècle et qu'on en prend pour 2 ou 3 siècles. On a tellement tout déréglé dans les écosystèmes que ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant de revenir à une forme de stabilité, hein, qui est quand même relative. Mais... Donc on va devoir habiter un monde très fluctuant. Il faut vraiment imaginer que le niveau de fluctuation que l'on vivra au XXIe siècle, les humains ne les ont pas vécus depuis 10 000 ans, depuis le dernier âge glaciaire. Donc on va vraiment vivre des choses qui vont nous décoiffer, hein, voilà, assez fortement. Donc, comment on fait pour habiter dans ce monde-là? En fait, quand on réfléchit bien, c'est la première question à se poser. Enfin, toutes les autres questions sont secondaires. Hein. Enfin, ça va tanguer de plus en plus fort. Comment on fait, hein? Vous êtes dans un bateau et la tempête se lève, et c'est une tempête qui va durer très longtemps. Comment on fait dans ce monde-là? Alors là, vous voyez, j'ai mis une photo là, avec un arbre, parce que peut-être que les êtres vivants peuvent nous donner des idées. En effet, ça a été un peu dit avant, les êtres vivants, en fait, ça fait des millions d'années qu'ils sont sur Terre, des milliards d'années, et donc ils ont vécu des fluctuations absolument incroyables, les êtres vivants. Donc comment font-ils? C'est quoi la recette, les lois, les principes qui permettent aux êtres vivants de vivre dans le monde fluctuant? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer? Alors allons-y. Donc qu'est-ce qu'on apprend quand on regarde les êtres vivants? Alors en fait, il faut déjà réaliser que les biologistes, comme les autres, se sont fait avoir par le culte de la performance. En fait, pendant très longtemps, on a regardé les êtres vivants en pensant que c'était des modèles de performance. Alors, vous voyez, je ne vais peut-être pas trop d'exemples, mais là, par exemple, ça, c'est une salmonelle avec un flagelle, c'est ce qui permet à la bactérie de bouger. Et vous voyez, quand on analyse toutes les molécules qu'il y a au pied du flagelle, là, qui tournent très très vite, alors c'est incroyable, hein, c'est une performance incroyable. Hein, si on devait le ramener à l'échelle d'une voiture, ça, en termes de taille, hein, ça serait une bactérie qui avancerait à 360 km/h. Hein. Donc c'est vraiment extrêmement performant. Hein. Et puis quand on dissèque toute la machinerie, là, c'est vraiment une machinerie, ça ressemble à un rotor, hein, enfin, c'est un moteur, quoi. Hein. Voilà, donc là, on pourrait se dire, tiens, la salmonelle, qu'est-ce qu'elle est performante, quoi. Ouais, donc on pourrait se dire ça. Bon, sauf que là, vous voyez, on a juste pris un truc, le flagelle. On a un peu oublié tout le reste. Hein. Alors, un autre exemple, en fait, qui est plus général, c'est en fait, si vous regardez dans l'histoire de la biologie, on a très souvent comparé les êtres vivants à des machines.
Donc, par exemple, au XVIIIe siècle, quand on commence à regarder la physiologie, à la comprendre un peu mieux, c'est le moment aussi des fontaines de Versailles. On y va, hein, c'est de la plomberie à tous les tournants. Hein. Après, au XIXe siècle, c'est là qu'on découvre le métabolisme, et c'est en même temps qu'il y a la révolution industrielle. Alors, les analogies entre métabolisme et énergie industrielle, c'est incroyable les parallèles qu'il y a. Et puis aujourd'hui, c'est pareil, Internet, l'ADN, l'information, le World Wide Web, il y a vraiment plein d'analogies comme ça avec des machines. Alors, il y a un vrai problème, hein, parce qu'une machine, c'est mort. Hein. Donc par rapport à un être vivant, peut-être qu'il y a un petit problème. Bon, vous voyez, mais tout ça, ça dit quand même. Donc c'est très pédagogique, si vous voulez, d'avoir des analogies avec des machines, mais c'est peut-être un peu à côté de la plaque. Alors je vais quand même vous donner mon exemple favori. La crosse aortique, par exemple. Donc, voilà, la crosse aortique, donc ça c'est l'artère qui sort du cœur. Donc le cœur, c'est un muscle qui envoie du sang à très haute pression, et ça envoie le sang dans un coude. Donc l'artère, c'est un coude qui envoie le sang dans le foie. Donc c'est n'importe quoi ce truc-là. Enfin, en termes de design, c'est vraiment du très mauvais design. S'il y a des plombiers dans la salle, je pense que ce ne sera pas vraiment ce qu'on fait. Voilà, c'est du mauvais plan avec des problèmes de santé à la clé. Donc ça, pourtant, on se le traîne tous, c'est tout. Hein. On a tout ça dans notre corps. Hein. Manifestement, ça fait le job. Hein. Mais c'est clairement pas le sommet de l'évolution de la performance, très clairement. Alors du coup, donc ça nous dit quand même qu'il y a quand même des petits problèmes. Puis alors, mon exemple favori, c'est par exemple un de mes exemples favoris, la baleine. La baleine, qui est là quand même depuis des millions d'années, c'est un mammifère. Donc si c'est un mammifère comme nous, la baleine a des poumons. Et donc la baleine, elle doit respirer l'air atmosphérique. Alors ça, c'est quand même une sacrée contrainte quand on vit dans l'eau, de devoir respirer l'air atmosphérique. Pensez à l'inverse, si vous étiez des poissons et qu'il fallait respirer de l'eau, il faudrait que vous ayez tous un petit seau d'eau là pour mettre la tête et les branchies dans l'eau. Hein. Vous voyez, c'est ça, c'est le même genre de contrainte qu'ont les baleines, mais à l'envers. Donc voilà, quand on pense que les êtres vivants sont performants, en fait c'est incroyable parce que ça dit énormément de notre obsession pour la performance, ça ne dit rien du vivant. C'est ça, en fait. Ça veut dire que pendant des années, les biologistes, comme les autres, se sont fait avoir par le culte de la performance. Et je dis bien, c'est un culte. On ne questionne pas la performance. On pense que c'est partout. Alors, si on analyse le vivant de façon un peu plus systémique, on tombe sur ce mot de robustesse. En fait, si on analyse vraiment un être vivant, un écosystème, un réseau métabolique, un réseau de neurones, en entier, c'est ça que je veux dire, ce qu'on va trouver d'abord, c'est que les êtres vivants sont robustes. La robustesse, un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Là, c'est la définition physique de la robustesse, la définition dynamique de la robustesse. Un système qui est robuste, il est capable d'encaisser les chocs, donc il est stable malgré les fluctuations. Donc un arbre dans le vent, il est capable de résister au vent. Et il est aussi viable malgré les fluctuations, donc il va être capable de résister à des sécheresses estivales, à des gelées hivernales. Donc il a une gamme de viabilité qui est assez large. Donc ça, en fait, c'est le mot-clé. C'est le mot juste pour moi. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Ouais, c'est par définition, c'est la définition de la robustesse. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment font les êtres vivants pour être robustes, parce que là, on a un point d'entrée. Alors, c'est assez éclairant. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a autour de nous et en nous un contre-modèle. Un contre-modèle. C'est qu'en fait, ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est des marges de manœuvre, c'est du jeu dans les rouages. Donc c'est tout ça, de l'inefficacité, de l'hétérogénéité, des lenteurs, de l'incertitude, des incohérences, des redondances, des erreurs, des imprécisions. C'est ça qu'on voit en premier quand on dissèque un système vivant. Tout ça, c'est des contre-performances. Ça permet d'ajouter du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre, et ça permet d'absorber les chocs et de créer un espace de transformation. C'est ça qui est en premier, qui est sélectionné au cours d'évolution. Je vous invite vraiment à lire Darwin, L'origine des espèces. Et vous allez voir que Darwin, c'est beaucoup plus mesuré que ce qu'on a voulu lui faire dire. Je ne vais pas vous faire un cours sur Darwin, mais c'est vraiment passionnant. Alors voilà, donc juste peut-être un exemple, les redondances. Vous voyez, un arbre, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Ou pensez au nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons, le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Voilà, nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Évidemment, c'est pour être robuste. Mais c'est pas performant, ça gâche beaucoup de ressources. Alors j'ai mon exemple favori que je sors tout le temps, mais qui est bien pratique, c'est celui de la température corporelle. Alors vous savez qu'on est à 37 degrés, ça c'est notre température de croisière, et puis si vous attrapez un virus, vous allez probablement monter en température, il y a le Covid qui circule en ce moment, voilà. On monte en température, 40 degrés, 41 même, ça peut monter assez haut. Alors, si moi je mesure l'activité de vos enzymes, de votre système immunitaire, je vais trouver qu'à 37 degrés, en fait, c'est pas très performant.
Voilà, votre système immunitaire à 37 degrés n'est pas très performant, c'est mention passable, 10 sur 20. Voilà, on est dans un amphi universitaire, mention passable. Vous passez, mais ça va, quoi, c'est pas extraordinaire. À 40 degrés, alors là c'est une Formule 1, hein, si je vais faire une analogie avec une machine, c'est une Formule 1. C'est que votre système immunitaire est très performant. Là, vraiment, vous avez boosté la performance de toutes vos enzymes, et tout ça, là, ça tourne très fort. Et donc là, vous voyez ce qui se passe, hein, c'est qu'à 37 degrés, vous êtes sous-optimaux, vous n'êtes pas au maximum de performance, vous n'êtes même pas à l'optimum de performance, vous êtes bien en dessous pour pouvoir garder des marges de manœuvre. Et le jour où il y a une fluctuation imprévisible, un virus qui passe, et ben vous avez des marges de manœuvre, vous allez pouvoir booster la performance de votre système immunitaire. Par contre, vous ne pouvez pas rester très longtemps à 40 degrés. Hein. Parce que vous avez compris, hein, vos enzymes sont performantes, mais en général, nous, individuellement, on n'est pas très performants. Hein, à 40 degrés, en général, on est un peu claqué, parce qu'à 40 degrés, en fait, on fait l'expérience d'un burn-out. Burn-out moléculaire. Vos enzymes sont en train de brûler, littéralement. Elles sont en train de se dénaturer. Donc on ne peut pas rester très longtemps. À 40 degrés, c'est 3 jours maximum. Après, on revient à 37 degrés. Donc vous voyez très bien où est le curseur entre robustesse et performance dans le monde vivant. Hein. Vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés. Qui est le mode robuste, le mode dégradé. Hein, c'est ce qu'on nous on appelle ça dégradé parce qu'on est obnubilé par le maximum de performance. Donc ça c'est le mode robuste. Et vous allez passer quelques jours dans votre vie à 40 degrés, qui est le mode performant mais fragile. À 40 degrés, c'est très fragile. Il ne faut pas se prendre une surinfection. Quoi. Donc vous voyez où est le curseur. Et en fait, c'est juste pour dire aussi que le vivant n'exclut pas la performance. Il l'autorise. Le vivant voit d'abord la performance comme un problème. C'est-à-dire que quand on est obligé d'augmenter les performances, ça veut dire qu'il y a vraiment une crise, et donc il faut mettre une date de péremption à la performance, parce que là, on est en train de s'épuiser. Et donc on revient après au mode robuste. Donc voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça. Je prends un peu toujours les mêmes, mais ceux-là, ils sont faciles, parce que vous voyez, la prochaine fois que vous planifiez quelque chose, vous pouvez vous dire, est-ce que je suis à 37 degrés ou est-ce que je suis à 40 degrés ? Oui, c'est aussi simple que ça. Alors, si je bascule maintenant dans le monde social et on va se rapprocher tranquillement de monde économique, en fait, ce que ça permet, juste cette idée, hein, toute simple, hein, oui, le monde fluctuant nous appelle à faire plus de robustesse. Pour être plus robuste, il va falloir trouver un nouveau compromis avec la performance. Il va falloir que la performance passe au second plan. Il va falloir donner le primat à la robustesse. Alors ça, en fait, réaliser ça, qui est tout simple, hein, là je ne fais qu'endosser le fait scientifique, hein, ben, ça nous fait réaliser que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas une crise sociale, géopolitique, écologique, économique, c'est d'abord une crise culturelle. Au premier ordre, c'est une crise culturelle. Ça fait 10 000 ans qu'on pense que le progrès de l'humanité, c'est des gains de performance. À chaque fois, on a augmenté la performance des individus, des technologies, des organisations. Et à chaque fois, on a passé les crises comme ça. Hein. Sauf que quand on fait ça, en fait, oui, la courbe du progrès, hein, en fait, là, on est en train de se rendre compte que c'est une courbe en cloche. Plus on augmente la performance et plus on menace la viabilité de l'humanité sur Terre. C'est le burn-out planétaire. Donc c'est très clair, hein, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Ça, c'est physiquement impossible. Si nous continuons à augmenter les performances, eh ben on va être de plus en plus adaptés et de moins en moins adaptables. Dans un monde qui change tout le temps, ça veut dire qu'on s'enferre dans une voie étroite, justement au moment où le monde va changer très fort. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple, on va changer d'axe. Le futur du progrès, ce sera des gains de robustesse. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, il faudra être de plus en plus robuste. Oui, là je ne fais qu'endosser le fait scientifique. Je prends au sérieux le fait que le monde devient de plus en plus fluctuant. Donc il faudra être de plus en plus robuste. Oui, le point important, ce n'est pas tellement cette bascule. Le point le plus important, c'est de comprendre que robustesse et performance sont sur 2 axes différents. On ne peut pas être très performant et très robuste. Si on est très performant, hein, très efficace, très efficient, on est très canalisé, on s'est enferré dans une voie étroite, on est dans un silo, on va très vite, mais par contre, quand le monde change, on n'a aucune réserve. Donc on va se cracher. Si on est très robuste, c'est un peu l'inverse, on diversifie, on explore, on expérimente, donc on est très adaptable, et donc on n'est jamais très adapté. Vous voyez, c'est un peu le couteau suisse qui explore un peu dynamique. Quoi. Voilà, donc en fait, on est dans ce moment-là, et alors je le dis souvent, en fait, on arrive enfin à la fin du néolithique. Il a fallu un peu de temps, mais ça y est, là, 2025, je pense qu'on peut dire qu'on y est. Le néolithique, hein, c'est quand les humains veulent contrôler la nature,
l'agriculture, hein, la sédentarisation, la domestication. Donc c'est vraiment l'idéologie du contrôle. Et donc à partir de là, on n'a jamais arrêté de contrôler et de performer. Et aujourd'hui, la nature se réveille. Les méga-feux, les méga-inondations, les tempêtes, etc. Et ben donc on a perdu le contrôle. Et le niveau de fluctuation qui vient sera incontrôlable. Donc il va falloir apprendre à vivre en ayant perdu le contrôle. Ce n'est plus le néolithique. On a changé d'époque. Et donc ça, c'est le monde de la robustesse. Donc c'est un moment copernicien. Hein. Enfin, j'espère que vous réalisez le moment exceptionnel que nous vivons collectivement. C'est un moment absolument dingue. Alors comment on fait? Parce que c'est finalement ça le plus compliqué, parce qu'on est encore dans le monde de la performance. Hein. Les investisseurs veulent de la performance, les clients veulent des objets pas chers tout de suite. Tout ça, c'est de la performance. Hein. Sébastien Lecornu, avant même de faire son gouvernement, parlait de l'État efficace. Donc en fait, on est encore... Vous voyez, le culte de la performance, c'est partout. Hein. Alors comment on fait pour dérailler, quoi? Et je dis bien dérailler, hein, parce que nous sommes sur des rails. C'est la première chose à réaliser. Hein. Donc comment on fait pour dérailler? Alors, j'ai ma petite analogie avec les nuées d'oiseaux, là, les nuées des tourneaux. Ça permet d'expliquer comment un système peut basculer, comment il peut changer. Donc, en fait, une nuée des tourneaux, hein, c'est un système, voilà, c'est un ensemble d'oiseaux en interaction, et qui est capable de basculer à droite, à gauche, donc de changer dynamiquement. Donc, et en plus, voilà, les oiseaux ne tombent pas, donc tout ça se passe très bien. Donc, comment font-ils pour basculer, pour changer? En fait, c'est assez simple. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe, parce que ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. C'est les premiers à voir le prédateur, la bourrasque de vent, etc. Donc en fait, ils se synchronisent en périphérie et ils contaminent le cœur du système. Et en fait, quand vous regardez bien la plupart des systèmes comme ça, hein, une nuée d'oiseaux, un banc de poissons ou même des systèmes sociaux, très souvent, ça commence par la périphérie et ça contamine le cœur. Le cœur, en fait, est aveugle aux fluctuations. Il ne voit pas les fluctuations du monde. Donc en fait, ce basculement de la performance à la robustesse, ça va plutôt se passer aux marges. C'est la phrase de Jean-Luc Godard, hein, c'est la marge qui tient la page. Donc c'est là qu'il faut regarder. Hein. En fait, si vous voulez, la veille, hein, c'est là qu'il faut la faire. Hein. C'est regarder les collectifs de citoyens, les entreprises, les associations qui sont déjà dans les fluctuations parce qu'ils ont probablement déjà inventé des solutions robustes. Et c'est ça qui est très joyeux, c'est qu'en fait, nous avons tous collectivement déjà basculé dans ce monde robuste. C'est juste qu'on ne s'en est pas rendu compte. Donc si je reviens à ma photo de départ avec cette forêt incendiée et la forêt verte, enfin les plantes vertes, là, en fait les plantes vertes sont déjà là. Le monde qui a brûlé, il est mort en fait. C'est juste qu'on ne veut pas le voir parce qu'il est très vocal. Hein. Enfin, les Trump, les Poutine, les Netanyahou, les Musk et tout ça, là, ils sont très vocaux. Hein. Mais ça, c'est un monde mort. Hein. C'est le cœur du système qui est en train de mourir en faisant beaucoup de bruit. Mais il faut vraiment regarder les marges. Et ce qui est incroyable, c'est que ces marges sont très fertiles et surtout qu'elles se massifient. En fait, on n'est plus à l'époque où c'était des petites marges lointaines, hein, les Pierre Rabhi et compagnie. Là, maintenant, c'est massifié. Et vous allez voir, dans les territoires, on trouve énormément d'exemples comme ça. Alors, je continue. Donc voilà, quelques exemples. Hein. L'agroécologie, l'agroforesterie, dans le monde agricole, on en parle beaucoup en ce moment du backlash écologique, mais en fait, il y a un mouvement de fond qui fait que l'agriculture intensive, de toute façon, n'est plus viable. Un petit paysan qui démarre ne peut pas démarrer en agriculture intensive, c'est trop cher. Donc il démarre nécessairement en agroécologie. Et après, c'est difficile, hein, parce que les aides ne sont pas là, etc. Mais il y a ce mouvement-là, quoi. Et donc ça va se développer de plus en plus fort. Dans 20 ans, quand on dira agriculture, ce sera de l'agroécologie. Il n'y aura même pas besoin de le préciser. Faites bien des photos hein, de tous ces champs de colza tout jaunes, là, ça va disparaître. Hein. Ce sera l'agroforesterie qui va dominer sur le territoire français. Il y aura des arbres absolument partout hein, pour se protéger des intempéries, pour maintenir l'hygrométrie, pour faire des symbioses dans le sol. C'est ça qui va être le modèle, hein, évidemment. Hein. Bon, voilà, donc ça se développe très fort. Hein. En 20 ans, hein, les surfaces en agroécologie en Europe ont augmenté chaque année, hein, depuis 20 ans. Ça ne s'arrête pas, hein, c'est inéluctable. Hein. Bon, le tout réparable, c'est un autre exemple. Le tout réparable, il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent, hein, l'économie de la fonctionnalité, etc. Les conventions citoyennes, voilà. Bon, j'ai mis quelques exemples. Hein, mais tout ça, c'est des petits exemples. Mais en fait, ils ne sont pas si petits que ça. Ils sont de plus en plus gros et de plus en plus fréquents. Et il y en a vraiment des milliers. Dès qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup plus dur à trouver. Hein. Aujourd'hui, on est bien mieux équipé, bien mieux préparé. Le monde robuste est là. C'est juste qu'on ne veut pas le voir, mais il est là, il est là. Alors, je vais vous donner quand même quelques petits exemples un peu plus précis, juste pour vous dire qu'est-ce qui se passe quand on bascule de la performance à la robustesse. Alors, c'est tout simple, en une phrase, hein, quand on bascule de la performance à la robustesse, l'impossible devient possible. C'est ça qui se passe.
En fait, l'impossible reste impossible quand on reste dans le culte de la performance. Si vous restez sur le logiciel performant, alors oui, vous restez sur les rails, et en effet, il n'y a pas de solution. Parce que la performance devient contre-productive. Donc forcément, ça ne marchera pas. Si vous vous autorisez à dérailler du culte de la performance, alors là, plein d'autres solutions arrivent et l'impossible devient possible. Ici, par exemple, je prends l'exemple de reverdir le désert. Si vous voulez reverdir le désert, la solution performante, ce serait de dessaler de l'eau de mer, de mettre un petit tuyau et puis d'arroser le désert. Alors ça, c'est très performant parce que vous allez reverdir le désert très rapidement. Ça marchera très très bien. Par contre, c'est extrêmement fragile. Ça va faire des pollutions, les saumures, c'est dépendant du pétrole, du prix du pétrole, et puis il y a un petit tuyau, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui coupe le tuyau, et vous allez retourner en désert aussi rapidement. Donc comment on fait pour reverdir le désert de façon robuste? Comment l'impossible devient possible? L'impossible qui devient possible, là, cette méthode-là, c'est en fait on va transformer le sable en eau. Ça paraît impossible quand même. La méthode des demi-lunes, c'est ça. En fait, vous allez tracer des dunes qui font quelques mètres d'envergure, là, 50 cm de haut. Si vous avez un petit dénivelé, ça suffit à faire condenser l'eau tous les matins. Et là, vous avez un système autonome qui va tous les matins récolter de l'eau et vous allez reverdir les déserts dans la durée, sans besoin de citoyens qui maintiennent ces infrastructures. Ça se maintient tout seul. Ça, c'est robuste. C'est plus lent, voilà, c'est moins performant, ça met plus de temps que d'arroser le désert, ça c'est très clair, mais c'est beaucoup plus robuste, c'est indépendant. Donc voilà, c'est juste un exemple. Alors après, il y en a plein d'autres, il ne faut pas que je sois trop long, on pourra me dire, mais c'est bon. Voilà, donc là, par exemple, Saint-Martin-d'Auxigny, donc ça c'est un exemple pratique parce que voilà, ça c'est le paysage qu'on a à gauche, là, c'est ce qu'on voit en France beaucoup, après le remembrement dans les années 50-60, donc on a stratégie de performance, on a optimisé le paysage, canaliser les rivières, fait sauter les haies, augmenter les surfaces agricoles, tout ça c'est de la performance. Donc quand on fait ça, on a surtout créé une autoroute à eau. Et en plus cette eau, cette rivière, en fait, elle s'enterre. L'eau ne se diffuse plus latéralement, donc elle descend. Donc on est en train de perdre nos rivières en les canalisant, c'est incroyable. Enfin, Baptiste Morisot en parle très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça c'est un commun négatif. En fait, le commun négatif, il est très clair, c'est que quand vous avez une autoroute à eau dans votre paysage, quand il pleut beaucoup, cette eau va aller très très vite dans la ville voisine, et du coup, quand il y a des grosses pluies, il y aura des grosses inondations dans la ville. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait les citoyens? Vous retracez votre rivière, vous la reméandrez, donc vous mettez des lacets. Donc en fait, la rivière repart dans le latéral, elle ne va plus s'enterrer. Cette rivière qui est reméandrée, là, elle va être plus lente, elle est plus erratique, elle prend plus de place. Mais quand il pleut beaucoup, elle déborde dans la parcelle, elle n'inonde plus la ville. Et donc on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. C'est encore une fois une stratégie où on a mis la robustesse avant la performance. Et vous voyez, on en parle au Journal de France 2 à 20h, donc les marges rurales sont en train de contaminer le cœur urbain. Vous voyez, c'est incroyable. C'est vraiment, ça se passe sous nos yeux, mais c'est frappant comme on le voit partout. Alors, j'ai quelques exemples. Là, je vais peut-être zapper cette diapo, parce que sinon, pour regarder, voilà, j'en ai déjà parlé, donc je vais zapper un petit peu. Voilà, sur la tech, je vais un petit peu parler du réparable et de juste pour le temps, parce qu'il y a plein de choses à dire après, et que c'est super intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la tech? Parce que, évidemment, qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, le monde robuste vient, mais ce qu'on voit aussi, c'est le monde de la tech qui est là, l'IA, le numérique, les drones, les robots, enfin, vraiment, on est dans un monde hyper techno, voilà, enfin, il y a beaucoup de tech partout. Qu'est-ce qu'on fait de ce monde de la tech quand on bascule de la performance à la robustesse? Alors, c'est comme pour tout, ce n'est pas une question technique, c'est une question culturelle. C'est culturel. En fait, ce qu'on nous a fait croire, c'est le hold-up du XXe siècle, ça. Le hold-up du XXe siècle, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance était technophile. Il faut juste prendre une seconde de plus pour se rendre compte que le monde de la performance est profondément technophobe. C'est le contraire. C'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites dans le monde de la performance, vous développez des technologies de plus en plus performantes, les technologies très performantes écrasent les technologies plus anciennes. C'est technophobe. Et en plus, ce sont des technologies de plus en plus complexes que les citoyens ont de plus en plus de mal à s'approprier. Personne ne peut réparer son smartphone dans cette pièce. Ça, c'est de la technophobie.
Ça, c'est de la technophobie. Donc en fait, le monde de la performance est profondément technophobe. Donc c'est là où en fait on réalise que le monde de la robustesse, lui, il est vraiment technophile. C'est qu'en fait, quand vous avez des nouvelles technologies et qu'elles sont robustes et au service de la robustesse du territoire, là, en fait, on les garde, bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'on arrête des technologies plus anciennes, parce que ce qu'on cherche, c'est de la technodiversité. On veut pas développer la meilleure technologie. On veut développer un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. C'est ça, la robustesse. Plusieurs solutions dans un territoire. Et en plus, on veut que ce soit des solutions qui soient adaptables, réparables, évoluables par les citoyens du territoire, avec l'entreprise du coin, avec l'asso du coin. Donc c'est doublement technophile. Hein. On veut que les citoyens mettent les mains à la pâte. Hein. Les citoyens ne sont plus des consommateurs, ce sont des acteurs. Vous voyez, ça, on change complètement de posture. Hein. Et d'un point de vue démocratique, évidemment, qu'il y a plein de conséquences à ça. Bon, voilà, donc c'est ça qu'il faut raconter dans les écoles d'ingénieurs. Hein. Le moment des ingénieurs, il est là. C'est que c'est les élèves ingénieurs qui désertent les écoles. Non, au contraire, on a besoin des ingénieurs. C'est juste le sens des technologies qui change. On ne fait plus de l'innovation au service de la performance, on fait des innovations au service de la robustesse. Et c'est beaucoup plus joyeux. Bon, alors, voilà, donc on arrive à cet équilibre. Pour terminer, donc vous voyez, en fait, c'est un moment clé. Hein. Voilà, on est en train de changer le monde. Un moment qui était dans le cul de la performance, on est en train de démarrer la déprise sectaire. Je pèse tous mes mots. C'est une déprise sectaire. Nous sommes dans la secte de la performance. On pense que c'est toujours positif. Là, il va falloir quand même dérailler de ça. Alors, comment on fait ? Encore une fois, il y a quelques exemples inspirants là, que je vous ai donnés, mais je voudrais vous donner quelques clés pour réfléchir, et puis après, on aura la méthode TELED, donc c'est parfait. Parfait, bon, c'est bien, j'ai un peu plus de temps. Alors, voilà, des exemples. En fait, le premier conseil, c'est d'aller regarder dans votre territoire des exemples d'entreprises, d'associations, d'organisations qui sont déjà à visée robuste. Donc votre veille, faites-les autour de vos propres marges. Et vous allez voir, enfin quand je dis marge, c'est périphérie, vous avez compris, ce n'est pas les marges financières, c'est vos marges géométriques, géographiques, ce que vous voulez, sociales, quoi. En fait, c'est incroyable. Regardez dans votre territoire et vous allez trouver, et on va avoir des exemples ce soir, mais c'est incroyable le nombre de projets qui sont déjà dans la robustesse. Donc vous n'avez pas besoin d'aller très très loin pour en trouver. Vous allez en trouver. Et il y en a partout, partout, partout. Voilà, il y a plein. Alors, ouais, il y en a trop, je ne vais pas en donner, mais vous voyez, c'est dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'accompagnement, dans le management, dans l'éducation, c'est vraiment la logistique aussi, voilà, partout. Ok, donc ça c'est la première chose, regardez vos marges. Deuxième outil, c'est le stress test. Le stress test, c'est vous prenez votre organisation et vous faites fluctuer un des paramètres. Virtuellement, bien sûr. Vous chahutez votre organisation. Donc, par exemple, l'année prochaine, le pétrole est 2 fois plus cher. L'année prochaine, il n'y a plus accès à Internet pendant 6 mois sur la planète entière. Dans 15 jours, la Chine envahit Taïwan. Vous voyez, ce genre de fluctuations qui ne sont pas complètement ahurissantes, ça nous pend au nez un peu. Et puis après, vous pouvez même penser à des combinaisons de fluctuations. Voilà. Bon, voilà, donc ça c'est les stress tests. Et donc le jeu, c'est 2 questions. Quand vous faites un stress test, première question, quelles sont les conséquences pour votre organisation ? Quels seront les dégâts, les dommages, quoi. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire en amont pour que quand ça arrive, il y ait le moins de dommages possible. Donc c'est là que vous allez en fait commencer à vous poser des questions de robustesse. Quelles sont les marges de manœuvre à mettre en place? Quels sont les doublons à imaginer? Quels sont les liens au territoire à développer avant que ça craque, quoi. Oui, et ça là, c'est un jeu, c'est un jeu sérieux. Et alors, vous voyez, j'ai mis un exemple, là, c'est Tumult. Tumult, c'est un jeu qui a été développé par la métropole de Lyon et qui est un stress test à destination des entreprises. Ça, c'est encore un autre exemple de la bascule de la performance à la robustesse. Les métropoles, pendant très longtemps, elles ont voulu attirer le maximum d'entreprises, c'est le toujours plus. Et puis on s'est rendu compte que quand on attirait plein d'entreprises, ça faisait beaucoup de casse sociale, des pollutions, enfin à la fin, parce qu'il y en a beaucoup qui ne restent pas, quoi. Donc en fait, c'est très difficile à gérer. Donc maintenant, qu'est-ce que font les métropoles? Au lieu d'attirer le maximum d'entreprises, elles renforcent les entreprises du territoire. Et on a basculé de la performance à la robustesse. Oui, ça se passe sous nos yeux. Vraiment, je veux juste vous donner les lentilles pour le voir. C'est là, quoi. On ne veut pas le voir, mais c'est là. On est en train de basculer. Voilà, donc là, le stress test, c'est un très bon test. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un stress test tous les matins, parce que sinon, vous allez être complètement parano après. Donc, il faut quand même. Voilà. Mais une fois de temps en temps, ça permet de s'acculturer au monde fluctuant. Sinon, on ne le voit pas. Et donc, il n'y a aucun intérêt de faire de la robustesse si le monde ne fluctue pas, évidemment. Mais si ça fluctue de plus en plus, faut s'y préparer maintenant. C'est maintenant qu'il faut y penser.
Ok, alors un autre outil, c'est les fluctuations, mais je ne vais peut-être pas trop en parler. Voilà. Néoloco, TELED, c'est juste un teaser en fait. Mais voilà, une très belle incarnation de comment on fait dans l'opérationnel pour habiter le monde fluctuant. J'en dirai pas plus. C'est bien que ça, je gagne un peu de temps. Une autre clé, c'est d'agir par le vivant. Alors ça vaut quand même le coup de s'arrêter juste une seconde. Vous savez, en fait, très souvent, on entend le mot décarboner l'économie. Alors décarboner l'économie, hein, quand on réfléchit bien, le carbone, hein, alors là c'est le biologiste qui parle, hein, le carbone c'est l'atome magique de la vie. Donc décarboner l'économie, bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu le projet de Sam Altman, hein, en fait, hein, qui veut mettre son cerveau dans une IA. Hein. Ça c'est vraiment décarboner l'économie, hein, ça devient du métal, quoi. Voilà, c'est Iron Man, quoi, un sarcophage qui vole, quoi. Voilà, c'est mort, hein, c'est mort. Alors, donc plutôt que de décarboner l'économie, on veut bien comprendre, hein, c'est que oui, il faut réduire les émissions de CO2. Donc en effet, on va réduire les émissions de CO2, mais c'est pas décarboner qu'il faut faire, il faut décombustionner l'économie, il faut arrêter de brûler du carbone. Le bon verbe, ce serait ça, hein, décombustionner l'économie. Donc arrêter de brûler du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants. Tout ça, on réduit massivement. Mais par contre, il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Il faut recarboner l'économie. C'est ça qui est dingue. Recarboner l'économie, c'est qu'il faut réduire beaucoup le pétrole et les métaux et remplacer tout ça par des molécules biosourcées, biodégradables, compostables. Enfin, si on est sérieux sur l'économie circulaire, c'est nécessairement une bioéconomie circulaire. Il faut que nos objets nourrissent les écosystèmes. Enfin, si on peut être un minimum d'ambition dans le monde qui vient, c'est ça. Hein. Il faut que la technosphère soit une sphère comme les autres sphères, hein, comme l'atmosphère, comme l'hydrosphère, qui cycle complètement. Et donc là, alors ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on n'a pas encore tout, hein, mais on sait déjà faire plein de choses. Hein. Voilà, on sait faire des batteries à base de bois, des isolants à base de champignons, du cuir aussi à base de champignons. Plein de choses. Econix, c'est une boîte vers Nancy qui dépollue les sols. Il récupère la plante, bon, il la brûle, mais dans les cendres, il récupère le nickel. Donc on peut même utiliser des plantes pour dépolluer et faire des mines. C'est de l'agro-mining, si vous voulez. Et ça concurrence les mines chinoises de nickel. Hein. Enfin, oui, c'est vraiment, on est vraiment dans un autre monde. Hein. Voilà. Et donc voilà, les services écosystémiques, c'est ça qui, en fait... Quand je dis agir par le vivant, finalement, ce que je veux dire, c'est que le lien à la biodiversité, c'est pas juste protéger le petit crapaud endémique sur votre foncier. Hein. Ça c'est gentil, mais en fait, c'est pas le sujet. Non, il faut faire développer des modèles économiques où la biodiversité, la nature, est votre partenaire économique, votre partenaire social, votre partenaire culturel. C'est ça. Hein. Donc ça veut dire que penser ces approvisionnements, son transport, en lien avec le vivant, agir par le vivant. Pas comme un décor, quoi. Voilà, c'est vraiment, on est en interaction. Donc là, il y a vraiment beaucoup de modèles. Là, je donne juste quelques exemples, mais ça vient de plus en plus. Alors, juste d'un point de vue, si on passe plus en transformation, disons que si on suppose que vous êtes convaincu par l'idée que voilà, il faut basculer de la performance à la robustesse, on a des exemples inspirants. En plus, on a des modèles économiques qui marchent très bien. Donc tout ça, c'est très bien. Mais comment on fait maintenant pour essaimer, quoi ? Comment on fait pour en parler à l'extérieur ? Alors ici, je vous donne juste un exemple. Très souvent, en fait, le changement culturel, ce n'est pas un problème financier. Le changement culturel, parce que en général, ça coûte rien. Un changement culturel. Il faut juste changer sa vision du monde. Ça ne doit pas coûter grand-chose. Et en plus, quand on bascule de la performance à la robustesse, on génère des dépenses évitées. Donc en général, ça coûte moins cher. Donc ce n'est pas l'argument financier qui nous bloque dans ce passage de la performance à la robustesse, c'est vraiment juste le blocage du changement. On a nos habitudes, ça marche bien actuellement, donc pourquoi est-ce qu'on changerait ce truc-là ? Alors c'est là où il y a une méthode qui peut aider, c'est quand vous devez changer la culture, ça ne suffit pas de dire que vous perdez quelque chose et que vous allez gagner une chose. Si vous perdez une chose, vous devez en gagner au moins 5. Il faut donner beaucoup plus de bénéfices, il faut les lister, quoi. Voilà. Alors ici, je vais prendre l'exemple de l'économie de la fonctionnalité. Vous savez, l'économie de la fonctionnalité, c'est l'exemple typique où l'impossible devient possible, parce que dans l'économie de la fonctionnalité, un objet de luxe, très qualitatif, sera au prix le plus bas. Parce que ce sont des objets qui sont partagés, donc c'est les biens en commun à Lyon, c'est les bibliothèques d'objets. Donc ça, c'est des objets qui sont assez robustes pour être transportés, pour être partagés. Donc c'est en général du très qualitatif. Et c'est disponible en bas de chez vous, dans un casier, et vous payez 1 €. Et vous avez accès à un objet de luxe pour le prix le plus bas. Oui, l'impossible devient possible. On inverse le modèle économique. Mais c'est ça qui se passe actuellement. Je ne suis pas en train d'inventer un truc, là, ça se passe actuellement. À Lyon, il y a 17
17 lieux où il y a des casiers comme ça de biens en commun. Hein, et c'est juste un des outils pour partager les objets. Alors, comment on fait pour définir ça? Si on dit juste c'est moins cher, ça suffira pas. Il faut lister encore d'autres choses. C'est des objets de meilleure qualité, ça va faire du lien social. Donc on se réapproprie la notion de sécurité. Hein. La sécurité, ce n'est pas la doctrine sécuritaire qui crée de l'insécurité. La sécurité, c'est la viabilité du territoire. C'est ça, la sécurité. Ça, c'est de la viabilité du territoire, de la souveraineté territoriale. C'est aussi de la proximité, parce qu'évidemment, on a tous ces objets dans le territoire. On ne va pas dépendre de si la Chine augmente ses taxes sur les terres rares, par exemple. Oui, par exemple, ça pourrait arriver, ça, on ne sait jamais. Hein, mais... Bon, voilà. Donc ça, c'est juste un truc, mais ça demande une réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment les lister pour faire ce changement culturel. Donc ça, là, je vous en parle, mais ça peut être... dans vos organisations, quand il faut convaincre un client, quand il faut convaincre un fournisseur, quand il faut convaincre quelqu'un dans sa famille. Vous voyez, ça peut être très, très large. Hein. Bon. Donc ça, c'est une clé. Et puis une autre clé, c'est de questionner les mots. 2 minutes. Les mots. En fait, le dictionnaire, quand on réfléchit bien, les mots du dictionnaire, l'écriture, ça a 5000 ans. Eh ben, c'est 5000 ans de relative stabilité climatique. En gros, le climat était relativement stable depuis 10 000 ans. Et donc, on quitte ce monde stable. Donc ça veut dire que les mots ont été définis, ont été qualifiés pendant une période de relative stabilité climatique. Et donc la plupart des mots, alors notamment les mots du management des 70-80 dernières années, qui ont été les mots définis dans l'abondance du pétrole, donc un monde hyper stable, ils ont été qualifiés en faisant l'hypothèse que le monde était stable. Et alors c'est incroyable, parce que maintenant quand vous faites l'hypothèse du monde fluctuant, si vous pensez que le monde va tanguer très fort, ou tangue déjà très fort, il faut inverser les définitions d'à peu près tous les mots. Donc, par exemple, la rentabilité d'une entreprise, pendant très longtemps, on l'a associée à la performance de l'entreprise. Plus une entreprise est performante, plus elle est rentable. Et c'est encore ce qu'on entend beaucoup dans les écoles de management, les écoles de commerce. Ça, c'est vrai si le monde est stable et abondant en ressources. Dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, la rentabilité d'une entreprise est d'abord corrélée à sa robustesse. Parce que les plus performantes, elles vont aller très très vite et elles vont se planter très très vite. Ce sont les plus fragiles, ce sont les étoiles filantes qui vont faire un super taux de croissance la première année et qui vont exploser en vol. Et donc ils vont libérer le marché pour celles qui restent, celles qui sont robustes. Donc c'est la rentabilité d'une entreprise est corrélée à sa robustesse dans un monde fluctuant. Mais il y a plein d'autres choses. Le délai, par exemple, le délai dans le monde de la performance, c'est le délai le plus court qu'on cherche. Dans le monde fluctuant, le délai qu'on cherche, c'est le délai le plus fiable. Le délai le plus fiable, il est forcément plus long. Oui, et donc on repense complètement sa chaîne logistique, par exemple. Ok, et donc avant-dernier, le décideur change de posture aussi. Le décideur, dans le monde stable, abondant en ressources, c'est un meneur qui va dire je veux et je sais comment faire. Donc voilà, posture napoléonienne, si vous voulez. En fait, quand on bascule dans un monde fluctuant, le décideur, ça devient un facilitateur, une facilitatrice qui dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Vous voyez à quel point tout s'inverse. Quand on dit je veux, on exclut tout le monde. Quand on dit j'ai envie, on inclut tout le monde. Et quand on dit je ne sais pas comment faire, c'est une posture d'humilité où on crée un espace de coopération, où va pouvoir émerger des solutions. Si vous voulez, le meneur, là, c'est plutôt du descendant qui stérilise, et le monde de la robustesse, c'est plutôt de l'émergent, où des solutions inattendues arrivent. Alors c'est toujours pareil, c'est un équilibre. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est du 100% l'un, 100% l'autre, sinon ça ne marcherait pas. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de meneurs, et puis de temps en temps, on fait une convention citoyenne. Dans le monde robuste, on va faire beaucoup plus de participatifs, mais on aura toujours besoin de meneurs, de meneuses de temps en temps pour trancher. Bien sûr, mais c'est juste le curseur sera différent. Ok, alors je vais arriver... Ouais, je vais peut-être zapper cette diapo-là, mais c'est aussi une inversion. Ouais, j'en ai trop. Essaimer sans violence, quand même, ouais, ça vaut le coup. J'avais trop prévu de diapo. Essaimer sans violence, en fait, c'est l'idée... en fait, si vous voulez convaincre un collectif, je vous conseille de lire Saul Alinsky, c'est un activiste américain des années 30-60, et qui disait, en fait, soit, si vous voulez convaincre quelqu'un, convaincre, en fait, il y a vaincre. Donc c'est toujours de la violence, c'est toujours de la performance. En fait, vous allez juste conforter votre adversaire dans ses convictions. C'est ce qu'on voit bien avec Trump et d'autres. Donc ça ne marche pas, ça. Donc en fait, une façon beaucoup plus robuste de transformer, c'est de faire des alliances latérales. Donc en fait, trouver des alliés autour de vous qui ont envie aussi de changer le territoire. Mais ça peut être des éboueurs, des chefs d'entreprise, des anthropologues. Plus c'est divers, mieux c'est. Et là, en fait, vous allez entourer, un peu comme la nuée d'oiseaux de tout à l'heure, et en fait, vous allez ringardiser le cœur. Et le cœur sera obligé de basculer avec la marge pour transformer. Et en fait, ce qui vous donne raison, ce n'est pas l'idéologie, c'est le monde fluctuant.
dans un monde fluctuant, les viables sont les robustes. Et les fragiles, ce sont les performants. Oui, c'est les plutôt performants ou les plutôt robustes, hein, évidemment. Il y a toujours cet équilibre. Bon. Ok, je vais arriver là. Donc, si vous voulez un conseil, outre suivre la méthode TELED, c'est vous-même, en fait, dans vos organisations, de créer vos communautés apprenantes sur la robustesse. C'est-à-dire que si vous voulez développer la robustesse de votre entreprise, de votre association, de votre université, de votre famille, hein, c'est très transversal ce truc-là. C'est pas la peine. Enfin, vous pouvez faire venir un expert qui va vous dire ce que c'est que la robustesse, mais le plus important, c'est que vous-même, vous veniez avec vos projets et que vous vouliez les enrobuster. Et si vous en parlez à plusieurs, 5-6 personnes dans l'organisation qui veulent rendre leur projet plus robuste, ben là, ça y est, là, vous avez un noyau dur qui est capable de travailler la notion, qui voit les angles morts, les freins, donc qui va vraiment avancer sur le sujet. Le jour où ça fluctue beaucoup, ce sera votre cellule de crise. Mais ce n'est pas une cellule de crise au sens négatif, hein, c'est une cellule joyeuse, parce que c'est un collectif qui sait coopérer et qui est déjà en train d'inventer le monde d'après. Donc ça, c'est... Et donc là, oui, vous avez larobustesse.org, donc il y a plusieurs personnes ici qui font partie de ce collectif dans cet amphithéâtre, hein, dont Arnaud, voilà, il y a Fabienne aussi. Larobustesse.org, donc ça, c'est un collectif avec des outils qui sont en Creative Commons, tout en accès libre, des posters, des écrits, des jeux, des incontournables, il y a plein d'outils disponibles et il y en aura de plus en plus, des personnes qui peuvent vous aider à en parler, etc. Donc allez faire un tour, tout ça c'est disponible et ça peut vous donner la première marche si vous voulez. Voilà, je vais m'arrêter là, il y a des bouquins si vous voulez creuser, donc comme ça a été mentionné, l'antidote et des ressources sur l'Institut Michel Serres. Je vais m'arrêter là et je vais passer la main à Arnaud, je pense, ou Loïc. Merci. Alors du coup, je vais vous parler de la méthode TELED et on va apprendre comment s'adapter justement à la variabilité et à rentrer dans cette culture de la variabilité. Alors, moi je suis Arnaud Créteau, donc je suis ingénieur énergéticien à la base, donc j'ai un parcours très différent d'Olivier. Et en fait, en 2009, j'ai fait un voyage d'études sur l'énergie, les vagabonds de l'énergie, vous en entendrez parler tout à l'heure. Voilà. Et en fait, ce voyage d'études sur la question de l'énergie, je l'ai fait parce que clairement, l'énergie allait être un des enjeux majeurs des décennies à venir. Et moi, en tant qu'étudiant ingénieur, j'arrivais pas à voir comment est-ce qu'on allait pouvoir avoir une réponse à la hauteur des enjeux, puisque 99% de la promotion, donc les étudiants qui étaient à côté de moi, en fait, étaient destinés à intégrer des grands groupes énergétiques, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ces groupes énergétiques-là, en fait, évidemment, vont essayer d'augmenter la production d'énergie, alors que l'enjeu, c'est justement d'arriver à la réduire. Donc nous, on est parti faire un voyage d'études dans plus d'une vingtaine de pays. Et là, vous me voyez, par exemple, je suis dans le gazoduc Nord Stream 1, qui était en construction à l'époque en Allemagne. Donc, je suis à l'intérieur du tube, hein, c'est là où le gaz passe. On a été voir les mines de charbon du Donbass, par exemple. Et si on s'est en Ukraine, et donc si on s'y est rendu dans ces endroits-là, c'est qu'en fait, ces endroits étaient déjà des points chauds énergétiques qui étaient très bien identifiés à l'époque. Voilà. Et donc le gros apprentissage de cette année-là a été de comprendre qu'en fait, les enjeux énergétiques, avant d'être des enjeux techniques, c'est des enjeux sociaux, donc culturels. Voilà. Et c'est là où on commence avec des approches qui sont au départ très différentes, à connecter vraiment très profondément avec les idées que développe Olivier. Alors 10 ans plus tard, en 2019, j'ai été amené à créer Néoloco, donc qui est la première activité de boulangerie et de torréfaction à utiliser un concentrateur solaire en Europe, voilà, en Normandie. Donc à gauche, vous voyez une journée de production solaire et puis à droite, l'activité de torréfaction. Voilà. Et donc, la question n'a pas été quelle technologie simplement utiliser, etc. En fait, il y a eu un vrai travail de fond. Par exemple, moi, j'ai mis 2 ans entre 2017 et 2019 avant de mettre le premier pain dans le four solaire. Et pendant ces 2 ans-là, en fait, il y a eu un travail de sélection de savoir-faire et de réflexion sur l'organisation métier avant de mettre le premier pain dans le four, pour trouver de la flexibilité et dégager des marges de manœuvre, en fait. Voilà. Et donc, ça a très bien fonctionné. Alors, la boulangerie, c'est un produit périssable, donc c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile. La torréfaction, c'est un produit de conservation, et donc des produits qui se conservent plus d'1 an, 2 ans. Et donc, on trouve forcément... La question, est-ce qu'on va trouver du soleil en Normandie cette année ? Quand même, il y en aura. Et donc...
on va pouvoir torréfier. Voilà. Et en fait, par des adaptations, c'est ça l'idée importante de TELED, en fait, hein, c'est que par des adaptations organisationnelles, on arrive à transformer un accès variable à une ressource en un accès continu à un produit fini. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait tout ça. Et puis, alors, comme ça a bien fonctionné, on a commencé à réfléchir, mais que cette méthode, comment est-ce qu'on peut être amené à l'appliquer dans d'autres secteurs d'activité et à d'autres échelles. Voilà, là, on est dans deux activités artisanales, mais on peut imaginer ça à d'autres échelles. Donc c'est de là qu'est né, c'est de cette idée qu'en fait, il y avait eu une méthode qui avait été déployée pour transformer les modèles économiques de boulangerie et de torréfaction, qu'est né TELED. Alors TELED, au départ, ça signifie tâche énergivore lorsque l'énergie est disponible. Donc effectivement, quand on veut, par exemple, utiliser des sources renouvelables, le solaire ou le vent, voilà, en fait, l'idée d'apprendre à consommer quand on sait produire a du sens. Mais en plus, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, on a un accès de plus en plus variable aux énergies dites continues. Donc simplement, rappelez-vous l'histoire récente. Les pénuries de gaz russe qui viennent du gazoduc dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est une forte source de variabilité. L'instabilité des prix, par exemple, de l'électricité ou de l'essence qu'on a connue ces dernières années, c'est une forte source de variabilité. Les boulangeries, que vous avez vu passer dans les médias, qui ont dû fermer à cause du prix de l'électricité, en fait, c'est réellement que, du point de vue du modèle économique de la boulangerie, il n'y avait plus d'électrons disponibles sur le réseau qui soient compatibles avec leur modèle économique. Donc c'est une variabilité. Si vous pensez au blackout en Espagne, voilà, c'est pareil. Dans les conflits géopolitiques, en fait, les infrastructures énergétiques deviennent des cibles. Voilà, et donc ça, c'est des forces de variabilité. Donc, en fait, on a un accès de toute façon, dès aujourd'hui, de plus en plus variable aux énergies dites continues. Et donc, TELED a pour objectif d'offrir un cadre de référence pour penser les organisations des entreprises et des collectivités autour d'un accès variable à l'énergie et aux ressources. Alors, ça, c'est la méthode, mais je la passe vite, parce que je vais me concentrer aujourd'hui juste à montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà. Et plus ça va, plus TELED devient, donc je vous ai dit, c'était tâche énergivore quand l'énergie est disponible, et maintenant ça devient tâche essentielle lorsque l'essentiel est disponible, parce qu'en fait, avec la méthode, je vous invite à venir faire les formations et à vous renseigner pour voir un peu plus en profondeur ce que c'est. En fait, quand on commence à la déployer dans une organisation, on se rend compte que la méthode qu'on déploie pour s'adapter à la variabilité d'accès à l'énergie, en fait, avec la même méthode, on peut s'adapter à la variabilité d'accès à l'eau, aux matières premières, aux ressources, à l'accès à la main-d'œuvre, etc., qui sont aussi des gros enjeux du moment. Voilà. Alors, voilà, j'arrive dans les exemples, parce que là, vous avez vu deux exemples très artisanaux, la boulangerie et la torréfaction. Là, je prends un exemple tout de suite assez éloigné pour les collectivités. Alors, le graphique que vous voyez à droite, c'est issu du site de RTE. En fait, sur le site de RTE, vous pouvez observer en temps réel les sources d'énergie qui circulent sur le réseau français, le réseau électrique français. Donc là, j'ai pris une journée au hasard. Hein. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une centaine de jours par an maintenant, et c'est de plus en plus chaque année, où on a des moments où le prix de l'électricité sur le réseau devient un prix négatif. Parce que souvent ça arrive en été, quand il y a très peu de besoin de chauffage, par exemple dans les ménages, et qu'il y a beaucoup de production solaire. Voilà. Et là, c'est une journée comme ça. Et donc vous voyez, le matin, le soleil commence à monter, la production solaire sur le territoire français augmente, et à un moment donné, boum, on déconnecte des centrales solaires. C'est ça le creux que vous voyez en fait. Et puis on en déconnecte de plus en plus au fur et à mesure de la journée, et on reconnecte le soir, quand les gens rentrent chez eux, quand vous rentrez chez vous, lancer une machine à laver, faire la cuisine, etc., il y a de nouveau plus de besoins qui arrivent. Voilà. Voilà. Et donc ça veut dire on a investi dans des installations solaires et on vient couper l'énergie. Voilà. Il y a la commission de régulation de l'énergie qui a sorti un rapport qui est génial, parce que ils disent, en gros, ce qui est écrit dans le rapport, c'est le solaire, c'est vraiment super, parce que quand on a des problèmes pour réguler le réseau d'électricité, on peut simplement couper les centrales en 5 minutes. Voilà. Et donc c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'on fait, et de plus en plus. Voilà. Alors que ça, c'est un levier extraordinaire. Il y a 12 500 châteaux d'eau en France. Voilà.
Un château d'eau, c'est vraiment un stockage en hauteur. Et donc, en fait, si par exemple vous priorisez un seul des remplissages de châteaux d'eau, parce que souvent ils sont remplis plusieurs fois par jour, certains, si vous priorisez le remplissage des châteaux d'eau entre 11h et 15h par exemple, il y a le potentiel de récupérer 16% de l'énergie solaire qu'on met à la poubelle. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a discuté par exemple avec des métropoles. Donc les grosses métropoles sont des gros acheteurs de l'énergie. Ils sont capables d'acheter sur les marchés du gros, donc d'acheter l'énergie à prix négatif. Voilà. Et donc il y a un enjeu de cohérence politique, mais qui fonctionne aussi pour les grosses entreprises. C'est-à-dire que si j'investis pour décarboner, dans les énergies renouvelables, et que moi-même, je n'apprends pas à consommer au moment où je sais produire, c'est-à-dire que je remets sur d'autres la responsabilité sociale de le faire à ma place. Et on voit bien que ce n'est pas fait, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on déconnecte les centrales et qu'on paye les gens qui ont investi dans les centrales pour accepter qu'on déconnecte leurs centrales. Avec de l'argent. Bref. Voilà. Donc il y a ce souci de cohérence politique, apprendre à consommer quand je sais produire. Mais ce n'est pas seulement le cas, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie à prix négatif, donc si je suis capable d'acheter cette énergie à prix négatif, tout d'un coup, ma gestion de l'eau potable des collectivités devient potentiellement une source de revenus. Puisque en adoptant une organisation où je ne fais plus l'hypothèse de la continuité, c'est-à-dire je me dis mon château d'eau, je le remplis n'importe quand, dès que quelqu'un ouvre le robinet, je peux faire le complément. Voilà, je priorise au milieu de la journée. Et tout d'un coup, j'actionne des leviers et donc je m'adapte réellement à la variabilité. Voilà, ça c'est un point, juste un petit exemple pour les collectivités. Là, je vous donne un autre exemple qui est très poussé. C'est pareil parce que souvent on me dit oui, mais alors dans le tertiaire, ça donne quoi? Dans les bureaux, etc. On connaît tous Internet et Internet, c'est exactement l'exemple type. Vous voyez, toutes les organisations que vous avez autour de vous, depuis 60-70 ans, qu'elles soient privées ou publiques, reposent sur l'hypothèse d'un accès continu et illimité aux ressources. D'accord ? Sauf qu'on l'a vu, cette hypothèse ne tient plus, que ce soit pour des objectifs parce qu'on veut décarboner, mais de toute façon, les ressources classiques deviennent de plus en plus variables. Voilà. Et Internet a été pensé dans ce monde-là. D'accord ? Et donc, on n'y pense même pas, mais on trouve naturel que les services informatiques fonctionnent 24 heures sur 24. Je vous donne un exemple. Si vous prenez la boutique en ligne de Néoloco, j'invite tout le monde à aller voir d'ailleurs. En fait, j'ai jamais eu une vente en 6 ou 100 ou 7 ans, je ne sais plus depuis combien de temps on est ouvert, entre 1h et 6h du matin. Voilà. Donc ça veut dire que le serveur informatique qui abrite le site internet de Néoloco pourrait être éteint plusieurs heures par jour sans aucune perte de service pour mon entreprise. Voilà. Et les hébergeurs informatiques qui hébergent les sites internet tels que celui de Néoloco ont accès à ce qu'on appelle aux données macro, c'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir quand il y a les demandes d'accès au site internet. Donc c'est possible de dessiner des profils de sites internet, par exemple, de les regrouper sur le même serveur. Donc par exemple, mettre toutes les petites boutiques en ligne du boucher du coin, etc., que personne ne va visiter la nuit. On met tous ces gens qui ont le même profil d'accès sur le même serveur, ce qui permet d'éteindre les serveurs plusieurs heures par jour. De la même manière, quand vous avez un service en ligne, en fait, il n'est pas hébergé une fois sur un serveur, il est hébergé sur 3 ou 4 serveurs. Il y a des redondances pour être plus robuste, voilà, et pour être accessible 24 heures sur 24. Sauf que un serveur, ça tombe en panne 1 à 2 fois maximum dans l'année. Voilà. Et si je reprends mon petit exemple de Néoloco, mais qui est représentatif de 90% des sites internet qui sont des petits sites internet. Si le serveur qui héberge Néoloco tombe en panne une fois dans l'année et que je n'ai pas accès à mon service pendant 5 minutes une fois dans l'année, en fait c'est totalement acceptable. Et donc vous pouvez développer par exemple des services d'hébergement qui assurent 99,9% de l'accessibilité à votre site internet par exemple, en supprimant tous les serveurs de redondance, pas en les supprimant, mais en les éteignant, en fait. Donc on fait de la redondance froide, qu'on pourrait appeler, c'est Olivier qui m'a soumis le terme. Et le serveur qui est vraiment utilisé peut être éteint aussi plusieurs heures par jour. Donc en fait, le potentiel de sobriété, quand on accepte de travailler sur la variabilité, il est juste énorme. C'est un levier hyper puissant. Voilà. Et puis rien n'empêche de faire les tâches de maintenance
Voilà, il y a encore plein de leviers, hein. J'en dis 3, mais il y en a plein. Les tâches de maintenance peuvent être faites les jours de soleil, le week-end. Voilà, il y a beaucoup de maintenance sur les serveurs informatiques. Exactement. Et très concrètement, là, vous avez le site internet du Low-Tech Magazine. Vous voyez, il y a écrit en dessous, ce site fonctionne à l'énergie solaire et se retrouve parfois hors ligne. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, on affiche le nombre de jours qui restent avec une utilisation normale. Voilà. Donc, le site reste encore en ligne 3 semaines s'il n'y a pas de soleil pendant 3 semaines. Donc, on a une information claire qui permet de le savoir. Mais ce n'est pas simplement une niche. Vous voyez, là, vous avez le site internet de Roland Garros pour acheter la billetterie. Et vous voyez, il y a une file d'attente pour accéder au site. Voilà. Et donc, c'est pas une question on a les outils pour le faire, des outils grand public qui ne sont pas capables de communiquer. Si le site internet tombe, on est capable de dire retour du service dans 5 minutes, et c'est totalement normal. Voilà, il n'y a pas de sujet. Et culturellement, donc c'est là où c'est des adaptations culturelles, mais qui sont assez mineures. On peut très bien comprendre que le site internet de la boucherie du coin soit éteint le dimanche de 1h à 6h du matin. C'est totalement acceptable. Bref, voilà. Alors je vais passer la main à Loïc, qui va rentrer un peu plus dans le détail de la méthode. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Loïc Perrochon et donc j'ai co-créé cette méthode avec Arnaud. Parce qu'en fait, Arnaud a créé une méthode sans s'en rendre compte au départ. Et puis à un moment donné, on s'est dit que c'était pas mal d'essayer de la partager, de la structurer. Et qu'en plus, ce qu'il a fait à l'échelle artisanale, c'était transposable à d'autres échelles, en particulier à l'échelle industrielle. Et donc, on a développé quelques outils autour de cette méthode. Par exemple, le point de bascule économique, qui est particulièrement intéressant quand on fait des diagnostics TELED dans les entreprises et les grandes entreprises. Parce qu'on va considérer que le stock n'est plus un gaspillage, c'est le terme qui est souvent utilisé en lean manufacturing, mais plutôt un bouclier. Et donc, on va encourager les entreprises à faire du stock. Et très souvent, les entrepreneurs nous disent « Ouais, vous êtes gentil, mais enfin, le stock, ça coûte de l'argent. » Oui, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais la fluctuation, ça coûte de plus en plus d'argent. Et donc, si on fait un petit ratio, qu'on regarde tout ce que coûte le stock, c'est-à-dire il va falloir peut-être du foncier pour pouvoir stocker, il va falloir assurer ce stock, il va falloir augmenter le BFR, le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire avoir plus de trésorerie pour financer ce stock, etc. Tout ça, ça a un coût. Mais on le compare au coût de la variabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me coûte, par exemple, d'acheter au moment où c'est le plus cher, parce que j'ai pas de stock et que je peux pas faire autrement. Si on faisait du stock et qu'on achetait au moment où c'était le moins cher, peut-être que ça nous coûterait moins cher au final. Il faut juste regarder, poser les chiffres. Et donc, à chaque entreprise, on va avoir un résultat différent. Mais quand le ratio est en faveur de la variabilité, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Il faut faire du stock et plutôt accepter cette variabilité comme étant une contrainte d'avenir. Sur le cas néolocaux, l'étude était assez claire là-dessus, parce qu'au-delà de l'empreinte carbone très nettement réduite, vous pouvez voir qu'on est de l'ordre d'une division par 80 de l'empreinte carbone par kilo de produit chez néolocaux. Alors il n'y a pas que le fait d'accepter la contrainte de variabilité, il y a aussi de travailler avec les moyens disponibles et les ressources locales qui permettent ça. Mais augmenter le stock, ça permet de réduire tellement le coût énergétique par kilo de produit chez néolocaux, que même si le financement du stockage par kilo de produit est plus élevé, il est 3 fois plus élevé, au total, on s'y retrouve largement. Alors, TELED en langage industriel, qu'est-ce que ça donne ? 3 grands principes, c'est intégrer la disponibilité des ressources comme facteur clé dans l'organisation du travail, parce que ça n'a jamais été le cas. On a construit les modèles industriels actuels sur l'hypothèse de la continuité, tout simplement. Et donc, si on repense les modèles industriels en y intégrant de la variabilité, déjà, première étape, c'est de se dire ok, j'ai peut-être des ressources variables, il faut que j'organise mon travail par rapport à la variabilité. Ça se fait de plus en plus sur la main-d'œuvre, mais il est temps de le faire aussi sur l'accès à l'énergie et l'accès aux matières premières. Deuxième principe, pousser le flux de production lorsque les ressources sont disponibles et le moins cher, c'est le moment de produire.
Et puis stocker les ressources essentielles dans le produit. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Plutôt que de chercher à stocker de l'énergie ou stocker de la main-d'œuvre, c'est pas facile, ou stocker la matière première, c'est plutôt transformer au moment où on a tout ça. Et puis au lieu de stocker, on met tout ça directement dans le produit et on a déjà un produit fini. Bon, je vais très vite. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, venez aux formations TELED. On vous en parlera après. Prenez les catalogues du CEPIC à l'entrée aussi, qui proposent des formations robustesse. Exemple d'étude de cas qu'on a menée avec Arnaud en juin 2024 dans une entreprise à côté de Bordeaux, entre Bordeaux et Lacanau, une entreprise qui a 150 ans d'existence bientôt et qui produit des caisses pour le vin, des caisses en bois. Et cette entreprise Adam, qui est une belle entreprise industrielle, avait une problématique quand on les a rencontrés, c'est qu'ils avaient investi dans une ombrière photovoltaïque sur le parking, et donc un bel outil de production d'électricité, mais de production variable. Et puis, ils se sont rendus compte assez rapidement qu'ils autoconsommaient environ 30% de l'électricité produite par cette installation. C'est quand même dommage d'investir autant dans un moyen de production d'électricité et d'en profiter qu'à 30%. Et donc, on s'est demandé quel levier on pouvait trouver dans l'organisation pour mieux autoconsommer. Et ça a été assez facile, rapidement. On a identifié qu'il y avait possibilité d'atteindre 45-50% d'autoconsommation, donc bien au-delà des 30% là, avec un exemple très simple. C'est une entreprise qui fait donc à peu près 12 millions de chiffre d'affaires, qui produit environ 800 000 caisses de vin par an, donc c'est vraiment une grosse production industrielle. Il y a une scierie intégrée sur le site, et cette scierie consomme environ 60% de l'électricité du site, sur quelques machines, raboteuses, refendeuses, etc. Et sur cet effectif, en fait, 4 personnes sont nécessaires au fonctionnement de la scierie. Et ça veut dire que prioriser les tâches de 4 personnes par rapport à la production de l'ombrière photovoltaïque, ça devient beaucoup plus accessible que d'organiser toute l'entreprise autour de la variabilité. Mais c'est un bon début. Et puis, une action très simple, par exemple, c'est d'arrêter de partir en pause le midi, entre midi et 13h, et surtout arrêter d'éteindre les machines entre midi et 13h quand on a une installation photovoltaïque dehors. Alors, ça peut paraître évident, mais il n'empêche qu'en organisant... Ça y est, plus de batterie. Petite fluctuation. Désolé, ça fluctue ce soir. C'est soirée fluctuation. Donc, en organisant autour de la variabilité, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en décalant la pause déjeuner de 4 personnes pour faire un roulement, super, merci, ça permet de gagner presque 5 points d'autoconsommation supplémentaire avec un levier extrêmement mince. Et ça permet de redistribuer la valeur autrement pour l'entreprise, tout simplement, parce que ça veut dire moins d'argent pour le fournisseur d'électricité et plus d'argent pour faire autre chose, ce qui est plutôt intéressant. Et puis, alors comme c'est vraiment une soirée fluctuation, je l'ai annoncé, je voulais projeter une petite interview d'1 minute 30. Qui nous manque aujourd'hui, c'est que le produit que l'on fait, effectivement, en termes d'utilité, il est questionnable. Certes, on travaille avec des matériaux locaux, du bois PVC, artificiel PVC, de l'éco-conception, mais malgré tout, on emballe des beaux produits, certes, mais qui servent des gens ultra privilégiés sur la planète, parce que c'est des vins qui sont vendus assez cher. Et on se dit que le bois, on l'a dit, ça va être une ressource en tension, il sera certainement plus utile dans d'autres usages. Et que c'est bien si nous aussi on peut participer. Je pense que ça vraiment fera aboutir notre modèle d'entreprise. C'est une histoire aussi, moi je voulais revenir, c'est une histoire de maturité sur les sujets, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des essais, et des erreurs et des trucs, il y a déjà eu une réflexion. Ouais. Moi ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise, de là où on est parti il y a 5 ans, on a quand même vachement évolué, ouais. Donc en fait c'est une réflexion quand même assez longue. Et l'entreprise va bien. Moi, s'il faut convaincre d'autres industries ou d'autres entrepreneurs, c'est que malgré toutes ces réflexions, l'entreprise va très bien. Donc on peut être un peu en décalé, avoir un modèle économique un peu novateur et finalement les salariés, les employés, les parties prenantes, tout l'écosystème, ça fonctionne.
Donc on va aller dans la même dynamique, j'espère. Donc Adam se positionne un petit peu en médoc d'un monde trop performant. Jeu de mots. Alors je vais terminer là-dessus en passant la parole à Aurélie maintenant. J'ai été très vite parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie Liebman, une des administratrices du collectif TELED, donc pour reprendre ton expression, une cellule joyeuse. Donc on voit ici, on était très joyeux lors de la formation l'année dernière. Donc en fait, c'est un collectif qui existe depuis un peu plus d'un an, qui réunit une trentaine de personnes. Donc il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle qui font partie de ce collectif d'ailleurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, de pouvoir aussi échanger sur les diagnostics TELED qui ont déjà été faits et des diagnostics à venir, et de manière à les améliorer en continu. Et aussi pour pouvoir réfléchir ensemble à la manière de diffuser la méthode un peu partout en France, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont été formées un peu partout en France. Et donc, comme ça a été mentionné tout à l'heure, il y a des formations ambassadeurs, donc pour différents publics, pour les collectivités, l'enseignement supérieur et les entreprises. Si vous scannez les QR codes, vous verrez les formations qui ont lieu tout début 2026 à Rouen et à Paris. Et donc, vous pouvez aussi voir les formations de notre partenaire de ce soir, la CCI, sur le site de la CCI, du CEPIC, pardon, de l'organisme de formation, et vous allez directement sur la page Robustesse, et vous pouvez aussi accéder aux formations. Et donc, le collectif TELED est intervenu aussi beaucoup au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, notre autre partenaire de ce soir, l'Université de Rouen, a pu, avec l'IAE et les sciences économiques et sociales, avoir des interventions de TELED. Et on a aussi des grandes écoles qui ont été formées à TELED, avec des interventions TELED. Donc on a Polytechnique, l'École des mines de Paris, Centrale et d'autres que j'ai oubliés. Et donc voilà, donc on est présent dans pas mal d'écoles. Et juste un petit mot et une ouverture aussi, comme ça a été signalé tout à l'heure. On a beaucoup parlé d'entreprises, mais on peut ouvrir justement sur les collectivités et sur l'accès variable aux différentes ressources, notamment pour des sujets comme les châteaux d'eau qui ont été mentionnés, mais aussi les bornes de recharge électriques qui peuvent être avec des softs qui alimentent plus lorsque l'énergie est disponible, par exemple, mais c'est vraiment des exemples très ciblés. Voilà. 2 minutes. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire en direct, ou sinon le CEPIC, qui est partenaire ce soir, propose, et je pense que c'est une première en France, parmi les CCI en France, qu'un centre de formation de CCI propose des formations à la robustesse. Je vais inviter les autres cellules joyeuses invitées ce soir à venir me rejoindre ici. Donc, il y a Triticum, Enercop, les Vagabonds de l'énergie, Lotec Normandie, Normandie équitable, quelque part. Voilà. L'Institut Turn, oui, tout à fait. Institut des transitions de l'université. Et donc je vais leur laisser la parole parce qu'on a souhaité vous inviter ce soir parce que vous incarnez la robustesse sur le territoire là, de la métropole. Donc dites-nous en quelques minutes ce que vous faites pour incarner la robustesse. Bonjour, je suis Raphaël de Triticum. Triticum, c'est une association basée à Rouen qui a été créée en 2019 par des citoyens et des professionnels dans le but de travailler à notre résilience alimentaire, avec comme levier le travail sur la biodiversité cultivée. Donc les semences paysannes, anciennes, libres de droit, reproductibles. Donc on a 3 missions pour arriver à notre fin. On a 3 piliers, c'est la sensibilisation du grand public et des professionnels sur ce sujet, l'expérimentation au niveau agronomique, mais aussi en termes de transformation pour les filières du grain au pain, aussi du grain au malt jusqu'à la bière et l'orge. Et en 3e pilier, la création de filières
pour valoriser ces semences, pour aider les fermes à pouvoir les cultiver. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Heidi Hink, je suis coordinatrice pour le bureau d'études photovoltaïques au sein d'Enercop Normandie. Alors nous, notre ADN, c'est la réappropriation citoyenne de l'énergie en tant que bien commun. Donc, bon, citoyen, évidemment, ça signifie que ce sont les habitantes et les habitants des territoires qui peuvent déjà comprendre ces sujets de l'énergie, comment je la produis, comment je la consomme, et puis ensuite prendre part à des projets communs ou créer les leurs, et vraiment venir décider pour leur territoire. Alors nous, vous nous retrouverez autant sur des salons, des festivals de musique, tout public, que sur des salons plus axés collectivité ou professionnels, parce que notre vision de la robustesse, c'est qu'on ne peut pas avancer sur un territoire si on ne met pas tous les acteurs autour de la table. Si je prends le cas précis du bureau d'études photovoltaïques, quand on parle de territoire, notre travail, c'est vraiment d'étudier la cohésion entre d'une production ou plusieurs productions photovoltaïques sur différents sites et la consommation par plusieurs acteurs sur des boucles de 20 km. Donc c'est du très local. Pour les territoires et pour les collectivités qui portent ces projets, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça leur permet d'avancer sur leur feuille de route énergétique. Et le deuxième, c'est que ça leur permet de faire des économies sur les charges, les factures d'électricité, et donc de venir réimplanter cet argent-là dans, je sais pas, la rénovation de l'école, de la mairie, des projets locaux qui servent à tout le monde. Au-delà d'Enercop Normandie, on fait aussi partie de différents réseaux, comme Normandie Équitable, dont on est très fiers de faire partie, mais aussi les coopératives normandes de l'énergie. Ça permet... Enfin, pour nous, en tout cas, l'intérêt, c'est d'avoir un maillage territorial avec des acteurs dans plusieurs domaines. Et puis, pour terminer, le réseau Enercop, c'est 13 coopératives régionales qui développent chacune dans leur région leurs propres projets, leurs propres services, et qui sont actuellement en phase de levée de fonds pour développer des centrales photovoltaïques ou éoliennes. Donc, si jamais vous voulez rejoindre le projet, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, et on vous a laissé quelques prospectus sur la petite table à l'entrée. Merci. Merci pour la transition. Donc Audrey de Normandie Équitable. Donc nous sommes le réseau normand des alternatives, des marges, la périphérie, la fameuse. Donc le réseau, il a été créé il y a 14 ans. Donc c'est 10 structures qui ont impulsé ce réseau. Donc ce sont des structures qui avaient la même vision, une vision d'une économie plus humaine, ancrée sur son territoire. Et donc elles ont cherché ensuite à trouver d'autres acteurs engagés. Et donc voilà, ils sont partis à cette recherche. Aujourd'hui, on est 70 membres au sein du réseau. Et donc tous se réunissent autour de valeurs. Il y en a 10, je ne vais pas toutes vous les citer, mais en gros, voilà, la justice sociale, le respect de l'environnement, de la biodiversité, mais aussi la solidarité internationale. Donc ces valeurs ont été inscrites dans une charte et voilà, tous les adhérents y adhèrent. Et donc aujourd'hui, ce qui fait la force de notre réseau, c'est sa diversité. Donc on a un fournisseur d'énergie que vous avez juste à côté. Il y a néolocaux aussi. Mais aussi des organisateurs de festivals, des artisans, des maraîchers, des brasseurs, des restaurateurs engagés, des citoyens engagés également. Voilà, donc on a cette grande diversité qui fait notre force. La coopération aussi, c'est un élément très fort chez Normandie Équitable, que vous retrouvez à la fois dans la gouvernance partagée de l'association, mais aussi dans l'animation territoriale, donc sur chaque territoire, au Havre, dans la Manche, dans le Calvados, vous avez des animateurs qui rassemblent régulièrement les membres. Donc on appelle ça des symposiums parce que c'est toujours un moment assez convivial, mais c'est surtout pour créer des interactions, des interconnexions entre nous. Moi, je travaille au sein de la SCOP tout en vélo au Havre, donc on est sur la cyclo-logistique, et donc on est amené à aller chez d'autres acteurs qui sont dans des domaines très, très différents, mais on trouve des synergies entre nous. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant pour nous de travailler comme ça. Et puis voilà, donc la diversité, la coopération, c'est ce qui nous rend vraiment plus forts aujourd'hui, voilà. Plus robuste.
Alors on me dit dans l'oreillette qu'il faut que je me mette au centre pour que je sois sur la caméra. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Fabien Toumire, directeur de l'Institut des transitions de l'Université Rouen-Normandie, l'Institut Turn. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ovni dans le paysage de l'enseignement supérieur ? Finalement, c'est un étourneau aussi. Alors, l'étourneau qui est pas au système, dans le cœur du système, mais plutôt aux marges, et qui essaye de faire évoluer le système. Olivier Amand nous parlait de la massification. Effectivement, j'aime à penser que notre université, l'Université de Rouen-Normandie, sert de modèle quand même aux autres acteurs du paysage de l'enseignement supérieur français. On a eu la création de cet institut en 2022. Aujourd'hui, il y a un institut des transitions à Bordeaux, à l'Université de Bordeaux, l'Université de Lille, l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Donc on fait quand même, voilà, on massifie, on est regardé en tout cas, donc nous avec les petits étourneaux qui sont là. On est très content de pouvoir un peu servir de modèle de façon très humble. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet Institut des transitions ? 4 pôles. Un pôle formation qui consiste à transformer la totalité de notre offre de formation au sein de l'université, donc nos 360 et quelques diplômes, y intégrer de manière obligatoire et pas optionnelle, y intégrer de manière obligatoire des cours sur la transition socio-écologique. Je précise obligatoire parce que si c'est optionnel, c'est assez facile. Vous n'avez que des amis quand vous faites des choses optionnelles. Quand ça devient obligatoire, vous avez déjà beaucoup moins d'amis. En premier lieu, les étudiants qui, au départ, des cours sur la transition socio-écologique, alors s'ils sont en philo, en musicologie, en physique... Voilà, l'engouement au départ, il faut se le dire, n'est pas forcément au rendez-vous toujours. Donc transformer cette offre de formation pour y intégrer ces enjeux de transition socio-écologique, ça fait partie de ce qu'on estime indispensable pour que tous nos étudiants en licence première année, licence deuxième année et bientôt en troisième année aient 10 heures en L1, 20 heures en L2, 20 heures en L3. Donc 50 heures en tout sur ces enjeux de transition socio-écologique. Et puis un accompagnement évidemment des enseignants-chercheurs pour intégrer ces enjeux dans leurs enseignements. Deuxième pôle, c'est le pôle recherche. Vous savez que ces enjeux de transition nécessitent non pas de juxtaposer les connaissances, mais de faire du lien, d'avoir une vision un peu systémique. Olivier nous en a parlé. Tout l'enjeu de l'Institut Turn, c'est d'accompagner les unités de recherche, 38 unités, 39 unités de recherche à l'Université de Rouen. De voir comment on peut répondre de manière la plus efficace possible aux appels à projets qui nécessitent de l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est pas simple, c'est facile à dire comme ça, mais ça se crée, il y a une dynamique à créer, ça se fait pas naturellement. Donc de faire travailler des écologues avec des physiciens, avec des littéraires, c'est facile à dire, c'est un petit peu moins facile à réaliser, mais par contre, quand on y arrive, c'est vraiment extraordinaire, on arrive à des choses vraiment fabuleuses. On a une signature scientifique au sein de l'Université de Rouen qu'on veut développer sur le multirisque. Donc comment analyser de façon très rapide, comment analyser nos territoires face à une vulnérabilité liée aux risques climatiques, aux risques industriels, aux risques sanitaires, aux risques sociétaux au sens large, et essayer de voir comment tout ça interagit entre eux. Je termine très rapidement parce que c'est un petit peu plus intuitif. Un pôle éco-campus qui a pour vocation de réduire l'impact environnemental, les impacts environnementaux de nos activités, donc sur la mobilité, sur la décarbonation, on en a parlé, sur la biodiversité, sur les déchets, la réduction de la production de nos déchets, etc. Et puis un 4e pôle qui est assez innovant, qui vient d'être créé, un pôle qualité de vie universitaire, donc qui comprend la qualité de vie étudiante et la qualité de vie au travail. On sait très bien que il y a des efforts à demander à la communauté universitaire pour changer les pratiques, et on sait très bien que si les gens ne se sentent pas bien dans leur structure de travail, dans leur organisation de travail, on aura du mal à obtenir ces efforts. Et puis sur la qualité de vie étudiante, c'est tout l'accompagnement des projets étudiants, parce que là-dessus on n'était pas bon, on n'était pas assez réactif. Quand il y avait des projets étudiants qui nous étaient soumis, on n'avait pas la possibilité de réagir assez rapidement. Donc voilà ce qu'est l'Institut Turn très très rapidement. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Loïc Degrotte, je suis coordinateur des Vagabonds de l'énergie, une association qui a été créée notamment par Arnaud il y a quelques années, qui était basée au départ sur un voyage. D'autres voyageurs sont partis par la suite. Et puis l'envie a vite arrivé de sensibiliser à travers les découvertes, ou en tout cas les observations qui ont pu être faites par Arnaud et notamment Clément qui est ici dans la salle, qui a développé donc toute une base d'action de sensibilisation. D'abord sur les enjeux.
dans une idée d'acculturation du territoire. Donc aujourd'hui, on participe à l'acculturation générale du territoire. Quand je dis générale, c'est autant sur du grand public que sur des élus, des entreprises. Tout type de public, aussi on a un suivi de centres sociaux, des publics qui vont être les premiers touchés par ces risques systémiques, donc qui ont un grand intérêt qui est non seulement écologique mais encore plus pour eux économique. Donc cette acculturation qui est importante et puis qui est importante de faire sur l'ensemble du territoire, notamment de la métropole, c'est là où on agit le plus. Et puis on a développé toute une autre partie de l'association qui est autour de l'ouverture des imaginaires vers un futur, ce qu'on appelle un futur désirable, parce que les futurs qu'on nous promet sont pas joyeux. Nous on pense, et en suivant ce qui a été dit aujourd'hui avec l'idée de la cellule joyeuse, que la transition elle peut être joyeuse et qu'il y a un boulevard, puisqu'on ne va pas parler de réduction et de performance, mais plutôt un boulevard avec la robustesse vers quelque chose, vers une transition qui soit joyeuse et plus humaine. Et puis le troisième mode d'action, c'est de l'action directe, on va dire, avec la fabrication notamment d'outils low-tech. Tu en parleras peut-être tout à l'heure, pas tout de suite, avec le réseau low-tech. Donc on participe à la diffusion d'outils low-tech sur le territoire. Donc on diffuse en fait. L'idée c'est vraiment de diffuser. Et tu parlais tout à l'heure d'essaimer sans violence. Bon voilà, on est un des outils du territoire pour essaimer ce besoin de transition. Embarquer en fait les habitants dans cette transition et puis créer des marges. En fait, on essaie de créer des marges, les marges dont tu parlais tout à l'heure, Olivier, et que ces marges elles grossissent de plus en plus et puis que ça fasse la fameuse bascule. Je vais terminer, je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'on fait beaucoup de choses encore, mais je voulais terminer sur juste l'exemple du festival qu'on a organisé il y a 2 semaines, les Chemins de Travers, qui a montré une très belle preuve de robustesse. Justement, on a été soumis à des grosses fluctuations, il y avait une tempête qui arrivait, et on a réussi avec nos 150 bénévoles et aussi beaucoup de joie et de bonne humeur à réorganiser ce festival qui accueille entre 2 et 3 000 personnes chaque année en, je dirais, une douzaine d'heures avec une scéno incroyable. Donc une belle preuve alors que tous les événements organisés par des collectivités ont été annulés sur le territoire, on a réussi à réorganiser. Donc là, le côté réseau de l'association là a très bien fonctionné. Voilà, merci. Bonsoir à tous, du coup Ilan Vermeuren, moi je suis l'animateur du réseau Low-Tech Normandie que vous avez peut-être vu passer pendant les slides. Moi je travaille au Dôme, qui est un centre de culture scientifique, technique et industrielle à Caen. Alors vous pouvez imaginer un truc du style la Cité des Sciences à la Villette, sauf que nous en fait on est vraiment dédié à la science participative, donc c'est-à-dire en fait on participe à rendre les gens vraiment technophiles. L'idée c'est de faire rencontrer du personnel expert et non expert pour traiter les enjeux de société au regard des connaissances scientifiques actuelles et créer une culture de la coopération autour des enjeux de science. Donc c'est pour ça que la structure porte la mission d'animation que j'occupe, donc du réseau Low-Tech normand. J'avais prévu de donner une définition de la Low-Tech, je pense que c'est plus nécessaire, donc c'est parfait, merci à tous. Juste le réseau, ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est quelque chose qui se veut très transversal. En fait, on a des acteurs qui vont du Hyper Café citoyen à l'association de culture, à l'industriel qui fait du dessin technique, la chaudronnerie, les institutions, et j'en oublie d'autres encore, mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose de très transversal. C'est rare qu'on ait des espaces où on a un monde aussi diversifié qui échange et qui partage. En fait, la démarche Low-Tech, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à l'échelle à la fois des organisations, des entreprises, des procédés. Donc, il y a plein de choses à faire. On a un éventail de secteurs d'activité que je vais balayer très vite, mais en gros, vous savez, la mobilité intermédiaire, là, vous voyez plein de choses entre la calèche, les véhicules légers, modulables, etc. L'agriculture locale, les énergies de proximité, là, vous voyez de la cuisson solaire, c'est des choses qu'on incarne aussi, c'est comment on reprend contrôle des choses au local. Des choses sur les manufactures de proximité, les ressourceries, comment on gère la ressource, on la traite localement, on s'autonomise avec ces ressources-là. Donc voilà, on traite énormément de sujets, c'est très sympa, et on a aussi un dernier aspect sur
comment on porte un projet de territoire. Donc ça, c'est aussi l'objet de la mission, c'est comment on va dans les collectivités, comment on va dans les EPCI, pour intervenir sur les compétences, le développement économique, le foncier, l'habitat, les plans alimentaires territoriaux, et vraiment porter un projet de territoire qui autonomise et qui rend la Normandie robuste. Merci. Alors maintenant, je vais demander à Olivier et Arnaud de nous rejoindre ici. On va faire une toute petite séance de questions-réponses, environ 10 minutes, et puis après, il faudra vider l'amphi en 3 minutes. Ouais. Ça ira. Mais sinon, la sécurité viendra vous chercher, de toute façon. Et donc, vous pouvez commencer à lever la main pour que Aurélie vous apporte le micro, si vous avez des questions suite à tout ça. J'en profite pour dire qu'avec Arnaud, on a démarré un cycle de conférences. Dans nos conférences, on développe l'idée qu'il faut plutôt accepter les contraintes plutôt que de chercher à les dominer systématiquement. Et on développe les conférences en 3 volets. Le premier volet, c'est que la première contrainte à accepter, c'est d'accepter la variabilité. La deuxième contrainte, c'est d'accepter de faire avec les moyens disponibles et les ressources locales. La troisième contrainte, c'est d'accepter la société sous tension et donc d'apprendre à valoriser des nouvelles formes de rôles sociaux qui seront les réussites de demain. Voilà, on va prendre la première question. On vous écoute. Merci infiniment. Si vous pouvez vous présenter en même temps. Grégor, citoyen. Petite question à vous, monsieur Olivier Hamon. Sous quel délai, selon vous, la pénurie de ressources sera, j'allais dire, mondialisée ? Alors c'est du très court terme, c'est déjà le cas, à vrai dire. On a déjà vu la pénurie de moutarde en 2022, qui était anecdotique, mais c'était quand même un signe, parce qu'il y a eu une sécheresse au Canada. Là, on voit les semi-conducteurs à Taïwan, l'augmentation des taxes pour les terres rares. Je reste. Okay. En fait, on commence à voir, c'est systémique, quoi. Donc pour moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on a déjà basculé, comme je disais tout à l'heure, entre 2010 et 2020. C'est la décennie, en fait, on voit les projets monter. Et ça veut dire que dans 10 ans, 5 ou 10 ans, ce sera dans la culture commune, la robustesse. Et donc ça veut dire qu'on aura vécu des fluctuations très fortes dans les mois, les semaines, les années qui viennent. Et en fait, on le voit partout. Enfin, si vous regardez, si vous voulez, le pic, on a beaucoup parlé du pic de pétrole, le pic de lithium, etc. Mais le premier pic, c'est le pic humain. Enfin, il y a eu 2,5 millions de déclarations de burn-out en 2024 en France. 11% de la population active. Donc, c'est évident que c'est ça qui va nous arrêter en premier. Heureusement, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, heureusement, ça va nous faire basculer plus vite, quoi. Il y a d'autres façons de basculer, on n'est pas obligé de faire un burn-out pour basculer, heureusement. Et c'est un symptôme. Merci. Question suivante. Bonjour, merci pour tout. Ancien chef d'entreprise, vous avez prévu de faire des informations, ou ça a peut-être déjà été fait, de parler aux banques, aux experts comptables, des gens qui quand même maintiennent ou maîtrisent beaucoup d'éléments, et voilà. Alors, je crois qu'Olivier commence à être de plus en plus visible quand même. Après, je ne sais pas si la question est plus locale avec les acteurs qui sont là et qui essayent de se rendre visibles quand même et voilà, essayent de façon joyeuse de répandre des nouvelles formes de réussite aussi. Avec le collectif TELED, oui, on gagne aussi en visibilité. Et c'est vraiment une chance ce soir d'avoir réussi à associer université et CCI ensemble, donc le monde universitaire, le monde de la recherche avec le monde de l'entreprise, justement pour rendre un petit peu plus tout ça visible. Nous, c'est vrai qu'on intervient beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, dans le supérieur, et puis on fait de plus en plus de diagnostics en entreprise, et là, depuis un mois, c'est vrai qu'on se rend visible aussi dans les CCI, donc j'espère que c'est une bonne nouvelle. Donc Fabienne de la robustesse.org. Voilà, bonsoir à tous, à toutes et tous. Donc je vais donner l'exemple de la BPCE Natixis. Donc nous avons développé un atelier qui s'appelle Cap vers la robustesse. Et nous avons eu toute la direction marketing. Donc on a fait Cap vers un marketing robuste. Donc il y avait la direction RSE, membre du COMEX de BPCE Natixis. Il y avait 25 personnes. Ils ont trouvé des solutions.
donc au travers des principes de la robustesse, pour être plus robustes au niveau donc, de leurs propositions, de leurs produits. Donc c'était BPCE Payment. Voilà, donc je pense que... et là, il y a des demandes. Donc effectivement, les fluctuations, c'est la cybersécurité, c'est une panne d'électricité d'une semaine. Ils ont été très... Enfin, ça a vraiment été une sidération au départ par rapport aux fluctuations qui étaient émises. Et après, par effet d'intelligence collective, ils ont trouvé des solutions. Alors après, pour les mettre en pratique, mais en tout cas, la direction marketing était là, la direction RSE, membre du COMEX, était là. Et ils ont été ravis de cet exercice de style, de mettre les principes de la robustesse au sein même d'un institut, enfin d'une banque française. Je vais rebondir, juste on va faire la transition avec pour la prochaine question. En fait, si on définit bien la robustesse comme un système qui est robuste, il est robuste pour lui-même et il est au service de la robustesse du territoire. Et donc, il ne faut pas rater la deuxième partie. C'est qu'en fait, toute la robustesse qu'on fait, c'est pour être au service de la robustesse du territoire, pour qu'après, on puisse être robuste. Et qu'un système qui est robuste dans un territoire dévasté n'est pas robuste. Oui, pour le dire rapidement. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on va changer tous les métiers. Donc, par exemple, dans le monde de la finance, avant, c'était du toujours plus, de la performance. Aujourd'hui, un financier qui a compris le monde fluctuant va demander des gages de robustesse dans les entreprises et les projets qu'il soutient. Et cette robustesse devra être territoriale. C'est qu'il faudra que l'entreprise non seulement soit robuste pour elle-même, mais au service de la robustesse de son territoire. Et donc ce qui est incroyable, c'est que pendant très longtemps, le monde de la finance était un peu l'ennemi, socio-écolo, tout ça. Non, en fait, ça risque d'être le levier qui va nous permettre d'aller plus vite, parce que les financiers deviennent des assureurs. Mais c'est tout qui change, le client devient un coopérateur, c'est voilà, le meneur qui devient un facilitateur. Vous voyez, c'est tout qui s'inverse, vraiment. Alors, excusez-moi. Je m'interroge parce que quand vous parlez de robustesse, pardon, excusez-moi. Nicolas, citoyen. Nicolas, oui. Et formateur au CEPIC, qui est excellent organisme de formation, effectivement. Non, je disais juste, moi, je trouve passionnant tout ce que vous avez dit ce soir, mais je me dis juste, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous répondez aux métiers et aux populations dont les métiers vont disparaître? Parce que vous aspirez à un territoire plus robuste, mais vous dites on est encore dans un monde on est encore à fond dans la culture de la performance. Vous dites Trump, etc. Tout ne sont que les signaux hurlants d'un monde qui est en train de s'écrouler. Mais ils sont des millions à les avoir portés au sommet du pouvoir. On voit tous les extrémismes qui montent. Ce que je veux dire par là, c'est que vous arrivez, je trouve, avec beaucoup d'espoir et donc du coup d'initiatives extrêmement porteuses pour dire qu'il faut qu'on change de paradigme, mais comment, à la vitesse à laquelle justement le système ne veut pas mourir et de façon massive, comment vous rendez ça démocratique, répandu partout? Parce que les gens viendront en quelque sorte dire moi je n'ai plus de métier. Moi, l'IA, les technologies, tout ce que vous mettez en place pour le territoire, dans ma vie à moi, c'est en train de me détruire. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Alors nous, aujourd'hui, on n'a pas massifié grand-chose, parce que tout ce qu'on fait, c'est entre la recherche et l'économie, et c'est assez expérimental. Donc on a plutôt le souhait de créer des situations qui vont pouvoir se répliquer quand la contrainte sera plus forte aussi, et de donner envie en plus d'aller vers ces situations. Maintenant, ce que tu dis est vrai, il y a plein de métiers qui ont commencé à disparaître et encore plus qui vont disparaître. L'enjeu, c'est surtout, il est toujours culturel, c'est-à-dire d'accepter de changer avant que la contrainte soit trop forte et qu'elle ne nous laisse plus le choix. Parce que plus on anticipe, mieux ça se passe. C'est vraiment ça l'idée. Et donc pour ça, quand on va... je voudrais prendre des exemples. Donc je vais en prendre un. Il y a une entreprise à côté du Havre qui s'appelle CPM Industrie, une entreprise de chaudronnerie, avec laquelle on travaille beaucoup, qui a inauguré il y a 1 an une entité ouverte. Donc sur cette usine, il y a 35 chaudronniers dans l'usine, et puis il y a une petite entité qui a été inaugurée qui s'appelle le Chaudron, et qui est ouverte au territoire, aux habitants du territoire, c'est-à-dire que tous les gens qui veulent se former à la soudure et développer des savoir-faire autour du métal peuvent venir se former au chaudron.
Et l'ambition commune qu'on a avec CPM Industrie et Labeltech, une entreprise qu'on a cofondée avec Arnaud, c'est de proposer des formations autour d'un objet qui est un Creative Commons qui s'appelle le Velio, V-H-E-L-I-O, qui est un tricycle à assembler soi-même. Simplement, là, ça va être une version industrielle, mais à assembler soi-même quand même, et qui va rester en open source aussi. Donc pourquoi version industrielle? Parce qu'il va falloir, pour découper les pièces, une découpe laser, etc. Mais bref, l'objet ne sera disponible qu'en kit. Et si tu veux un Velio, par exemple, il va falloir que tu t'inscrives à une formation chez CPM, d'une journée ou 2 journées, et tu vas être encadré par les opérateurs des CPM qui vont t'accompagner dans la fabrication de ton Velio. Et tu vas pouvoir repartir avec ton propre objet de mobilité à la fin de la formation. En termes de robustesse, c'est assez puissant puisque tu vas maîtriser complètement ton objet, tu sauras le réparer, etc. Et pour répondre à ta question des métiers qui vont disparaître, et ben là, on a un bon exemple de valorisation des rôles sociaux parce qu'un opérateur d'hier, ou chaudronnier, qui était fier de faire des pièces pour Safran, par exemple, c'était sa fierté, et ben il va se retrouver en position de formateur et qui plus est, en position de formateur auprès d'habitants de son territoire, de gens qu'il va peut-être croiser. Et même les objets qu'il va fabriquer, il va les croiser, à la différence des pièces fabriquées pour Safran. Et donc c'est encore plus valorisant. Et en fait, les vrais leviers, ils sont là, puisque le changement est culturel. Les vrais leviers, c'est d'arriver à trouver dans tous ces changements des nouvelles formes de réussite qui sont plus valorisantes que l'état actuel. Okay, et quand les entreprises parlent de décarbonation avec des approches techniques, etc., c'est assez pauvre dans la réflexion, parce qu'il s'agit vraiment de trouver des leviers qui vont faire que les gens ont envie d'aller vers cette nouvelle forme de réussite qui est plus forte que leur réussite actuelle. Encore quelques questions, ouais. Oui, bonsoir, merci en tout cas pour tout ce qu'on a entendu ce soir. Je m'appelle Stéphane et je suis convaincu par vos discours. Cependant, je me posais une question, je me suis demandé si vous aviez été voir nos politiques, parce que je trouve qu'il y a des messages qui sont très intéressants. Et puis pour ceux qui sont dans l'Assemblée, je voudrais juste leur dire qu'à partir du 1er janvier 2026, la facture numérique est obligatoire. Donc ça va complètement à l'envers de tout ce que vous nous avez présenté tout à l'heure. Donc il faudrait quand même que vous mettiez d'accord. Alors, les politiques territoriaux en général sont beaucoup plus intéressants de ce point de vue-là parce qu'ils vivent dans le territoire avec les fluctuations du territoire. Et en général, les projets robustes sont portés, ou en tout cas accompagnés par des politiques du territoire. Dès qu'on commence à sortir du territoire, politique nationale, supranationale, là, on est dans le délire du monde stable, hein, pour le dire simplement, quoi. Pathologique. Hein. Et ben donc là, il n'y a pas trop d'espoir. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, il faut réaliser, et ça répond un peu à la question d'avant aussi, qu'il y a des zones pathogènes. Il y a des endroits où ça ne sert à rien de faire bouger les choses parce qu'en fait, on est face à un mur et on va épuiser son énergie, quoi. Donc, il faut vraiment dépenser son énergie là où on peut changer les choses. Et donc, c'est dans son territoire. C'est comme la symbiose. Hein. Les plantes ou les êtres vivants, quand ils font face à des fluctuations très fortes, ils n'accélèrent pas, ils densifient leurs interactions avec leur territoire. C'est comme ça qu'on fait de la robustesse. Et c'est comme ça qu'on répond aux ultra-performants qui sont dans leur délire, qui vont se cracher complètement. Mais au moins, quand on a développé de la robustesse territoriale, non seulement on passe le moment où les ultra-performants nous envoient tous dans le mur, hein, quelque part, mais on construit le monde d'après. Donc c'est joyeux pendant et après. Donc il n'y a vraiment pas choix. Et après, ça contamine. Hein. Une fois que le territoire a basculé, en fait, il y a un jour un politique national ou supranational qui dit un truc complètement à l'envers des territoires et il est ringardisé immédiatement. Donc ça va basculer. On va prendre encore une question. Ici. Bonjour Benoît. Donc la robustesse est territoriale. C'est quoi le territoire? Ou alors, en tout cas, quelle est là ou les échelles qui facilitent la bascule, celle qu'on attend? Le territoire, c'est le bassin de vie. Alors, je vais vous donner un exemple de non-territoire. Nous, on hérite d'un monde de la performance. Et donc, par exemple, les rivières, on les a beaucoup utilisées comme des frontières.
C'est complètement débile d'utiliser une frontière d'une rivière comme une frontière. Le bassin de vie, c'est le bassin versant. Donc évidemment, c'est des deux côtés de la rivière. Et ça dit beaucoup de choses sur l'idéologie qu'on a. En fait, là, tous les exemples que vous avez vus ce soir, ce sont que des exemples d'associations, d'entreprises, d'organisations qui vivent avec les fluctuations. Donc ils vivent avec le monde, presque avec le réflexe paysan. C'est-à-dire qu'en fait, s'il pleut, s'il y a du soleil, on ne va pas faire la même chose, quoi. C'est pareil avec la géographie de son territoire. On ne fait pas la même chose quand on est dans son territoire. Et donc la rivière, évidemment que ce n'est pas la frontière. Donc le bassin de vie, c'est la sphère d'expérience, on pourrait dire ça comme ça. C'est là que ça se situe. Et alors, ça ne veut pas dire, juste pour aller jusqu'au bout, que si vous avez un territoire qui est robuste, ça suffit. Parce que ça ne suffit pas. La robustesse, elle est multi-échelle. La première robustesse, c'est votre santé personnelle. Votre santé, c'est votre robustesse qui doit être au service de la robustesse de vos proches. La robustesse des proches, du collectif, ça va soutenir la robustesse du territoire. La robustesse du territoire, ça va soutenir la robustesse des autres territoires. Vous voyez, c'est une cotte de maille. Et donc, en fait, quand il y a des ruptures ici ou là, en fait, on a plein de robustesse à plusieurs échelles. Et donc la robustesse du territoire, c'est comme pour l'entreprise tout à l'heure, c'est pas seulement sa robustesse, c'est être au service de la robustesse du territoire, et donc des territoires voisins. Alors on va terminer là-dessus. Quelqu'un m'a demandé pour faire un commentaire, donc en 30 secondes, et on termine. Oui, pas une question, juste un commentaire pour rebondir sur l'intervention précédente, pour vous dire que je suis membre du Césaire, et le Césaire, le Conseil économique, social, environnemental de la région Normandie, s'est emparé de l'étude de la low-tech en Normandie. Donc la plupart de ceux qui sont devant vous ont déjà été auditionnés. Donc le Césaire de Normandie produira un rapport, un avis et, pour rebondir sur la question précédente, des recommandations pour les décideurs politiques, les décideurs de la région Normandie. Ils s'en emparent pas. Ça, voilà, c'est les effets que doivent produire la marge. Mais ce sera aussi un rapport qui sera ensuite porté par les membres du Césaire pour disséminer, comme vous le faites, ce modèle de la robustesse, ce qu'est la low-tech dans la région Normandie et comment ça peut aussi se diffuser dans les autres régions. Merci beaucoup.